Every hour. Juste du bon stock. Radio. Voici les radios Pirate News avec Jeff. OK, vendredi matin, on vous avoue qu'on n'avait pas prévu faire un podcast de vendredi matin parce que Mr. White me dit on a tellement de stock qu'on n'aura pas de place. Beaucoup de stock aujourd'hui. Donc, on a Éric Duhem. On a 1h30 de discussion avec Éric Duhem qu'on a fait hier après-midi. Éric est en grande forme. Habituellement, on fait des podcasts de 40-50 minutes avec Éric. Et, tu sais, habituellement, il est toujours un peu pressé, mais il était comme en genre de congé hier, en train de travailler chez lui. Donc, il est venu s'installer un peu et on a jasé sans clock, comme on dit, donc sans rendez-vous un peu plus tard, puis lunch avec quelqu'un, donc on avait le temps. Puis Éric a pris le temps de nous jaser. Discussion de chum, là. On va se le dire. Je ne peux pas vous cacher que avant que Éric soit le chef du Parti conservateur, c'est un chum. Donc, mais la beauté de quand tu connais assez quelqu'un puis que tu aimes assez quelqu'un, c'est que autant dans le privé que quand tu y jases, tu peux jaser de n'importe quoi. Puis habituellement, on n'est pas vexable, puis on n'est pas vexé. Donc, c'est le cas d'Éric. Éric, on peut lui dire n'importe quoi. D'abord, il y a toujours les arguments pour s'en sortir. C'est assez intelligent pour ça. Puis, c'est pas quelqu'un de fragile. Donc, belle discussion. On a 2 bouts qu'on a gardés pour vous autres sur la version live, la version gratis, pour les gens qui n'ont que cette version-là. Les autres qui veulent la version Prime, beaucoup de gens nous écoutent sur Prime en ce moment. Vous autres, vous avez 1h30 avec Éric Duhem. On a également Nicolas Gagnon. Nicolas Gagnon, ça devient un de nos préférés. Si vous commencez à connaître Nicolas de la Fédération canadienne des contribuables, vous pouvez le suivre sur X. Donc, je pense que c'est The Real Gagnon, je pense. Des fois, je me mélange toujours, mais je pense que c'est The Real Gagnon, en faisant référence à quelque chose que vous connaissez déjà, j'imagine. Donc, poignez pas les nerfs. Mais c'est un bon jeune. C'est un jeune qui a toute sa tête. Il est tout là. Il voit clair. J'aurais aimé ça être comme lui à son âge. Je ne suis pas certain que je voyais aussi clair que lui. Donc, il est très bon. Il est très bon. Et on vous offre un bout de Nicolas sur la version live. Et on a quoi? Peut-être 45-50 minutes sur la version Prime. Et on a une superbe boîte avec Jerry qui dure 1 heure à peu près. 1 heure, parce que je sais que Mr. White fait un petit bout à la fin. Donc, peut-être 1h10 total. Et ça aussi, on a un bout de ce 1h10-là qu'on vous donne. Je pense que c'est le bout de la fin qu'on vous donne pour les gens qui sont sur le live. Vous avez eu un bon jeudi soir. On a lancé le week-end hier avec l'aubergiste. Donc, l'aubergiste a lancé le week-end officiellement hier. C'était un bon jeudi. Un bon jeudi, j'étais au Panthers hier avec ma fille. Petit lunch au P.F. Chang, juste avant à côté. Puis, belle game. Les Panthers ont perdu 5-3, mais auraient dû gagner. Ont dominé le match. Les vieux Pingouins ont été très opportunistes. Une coupe de cadeaux également, une erreur ou 2. Donc, soit des goalers ou d'un joueur des Panthers. Et les Panthers ont manqué une tonne de buts. Donc, 36 lancés contre 16 pendant le match. Mais match spectaculaire. Sérieusement, un bon... Et pour les Panthers, malgré le fait qu'il y a 3 gros joueurs manquants pour quasiment toute la saison et peut-être même plus, les Panthers ont assez de profondeur pour probablement au moins faire les playoffs. Et par après, si les gars reviennent, on verra ce qui va arriver pour un repeat. Le Canadien, le Canadien, je suivais le match quand ça commençait un peu plus tard. Je suivais le match également quand on revenait à la maison. Là, ma fille me dit « on est en charge, c'est 5-3. » Boum, 6-5. Ça va arriver, là. C'est arrivé contre les Rangers. C'est arrivé, vous allez me dire, dans les 2 cas, c'était Mutombo qui était dans le net. Je pense que c'était Mutombo hier qui était dans le net. Mais ça va arriver, là. C'est une équipe jeune. C'est une équipe qui pensait avoir peut-être pris la... Mais quand vous faites affaire avec des vieux loups comme les Oilers, une équipe expérimentée, ben c'est sûr que la game n'est pas finie jusqu'au temps que la game soit finie. Et ça va arriver aux Canadiens. Ça va arriver. Donc, il y a du positif de cette game-là. Donc, ils sont allés chercher 2 points quand même. Puis, il aurait pu battre Edmonton. Donc, gardons ça sur le positif. Ensuite de ça, les Chargers de Jerry ont gagné hier. Chargers contre les Vikings. Je pense que c'est un statement. Malgré les blessés que les Chargers ont, entre autres, sur leur ligne offensive. Je pense que c'est un signal. Parce qu'il n'y a pas d'équipe dominante tant que ça dans la Ligue. Donc, qui peut prendre le contrôle de la vraie saison qui va commencer? Probablement là. Là, les Chargers viennent d'envoyer un signal comme de quoi qu'ils sont peut-être une équipe à checker et à prendre au sérieux d'ici la fin de la saison. Donc, belle victoire hier. Gros week-end de la NFL en fin de semaine.
Gros week-end de NCAA également. C'est le Grand Prix de Mexico, pour la F1. Donc, est-ce que Max Verstappen va faire la barbe finalement aux deux McLaren et reprendre la première position? Ça risque de brasser pas mal d'ici la fin de la saison pour les gens qui écoutent la Formule 1. Donc, gros week-end. Donc, je ne devais pas être là, mais avec ce qui est arrivé hier soir, je suis arrivé hier soir après le match, puis j'avais pris une petite Monster en sortant de l'aréna. Je prends ça, un petit lunch, une petite bouchée. Donc, j'arrive, puis je me dis, OK, je n'ai pas le goût de mentir. Tu sais, t'arrives d'une game de hockey, t'es comme high. Puis, on m'a traîné un peu. Donc, j'ai traîné jusqu'à minuit et quart, minuit et demi. Et là, j'ai vu arriver à un moment donné la nouvelle sur Donald Trump. OK, bon. Je vais être très honnête. Même si vous allez voir par après que je prends cette nouvelle-là très au sérieux. Il y a un bout de moi qui s'ennuie un peu parce que je comprends la force des États-Unis, puis je comprends la force de Trump, je sais très bien qu'on n'a aucun rapport de force. OK, ça c'est établi. Mais toute la game alentour, tout le spectacle alentour, je sais que c'est bon pour moi, j'aime ça, parler de ça, c'est spectaculaire pour les gens comme nous qui font des podcasts. Quand on parle de Trump, c'est toujours payant. Mais il y a un côté de moi, pareil, que quand je voyais la vidéo de Reagan, qui s'ennuyait de cette époque-là, pareil. Reagan, Mulroney, Thatcher. Donc, on avait l'impression que... on avait le feeling que les égos étaient peut-être moins importants puis que certains étaient là vraiment pour aider le monde. Et je ne suis pas certain que dans tout ce qui arrive en ce moment, en bout de ligne, tout le monde va gagner. Habituellement, dans les guerres commerciales, très peu de fois, le peuple gagne. Oui, il y a des gens qui gagnent. Oui, les mieux organisés. Donc, les syndicats vont gagner, vont tirer leur couverte de leur bord. Les groupes de pression qui ont les channels pour aller contacter les politiciens qui sont en charge de négocier. Donc, il y a des gagnants. Mais généralement, la masse perd. Donc, on a affaire à une guerre dans laquelle on est impliqué. Puis, il y a des jobs en jeu. Il y a des entreprises en jeu. Puis, sincèrement, je trouve que c'est je sais pas, c'est ça, c'est un genre de guerre d'ego. Tu sais, ce que Ford a fait hier. Bien, le plus drôle, puis essayez de me suivre là-dedans, c'est que cette publicité-là a été envoyée par... Je l'ai vu quand Ford l'a tweeté. D'ailleurs, il a tweeté il y a quelques heures, quelques minutes, tôt ce matin. Il est revenu encore être lui. Je tweeterai rien, je fermerai ma boîte. Là. Mais tu sais, c'est les émotifs, les fakeux. Ce gars-là n'est pas conservateur. Ce gars-là, c'est un libéral qui a fait accroire au monde qui était conservateur. Mais c'est un membre de l'équipe de Carney. Là. Et j'ai beaucoup de misère à croire que... parce que quand il a mis le vidéo a été mis... en tout cas, ça fait quelques jours, je pense que c'est aux alentours du 16 octobre. Ça se peut-tu que ce soit le 16 octobre? En tout cas, ça fait quelques jours que la vidéo est envoyée. Ça fait quelques jours que Ford nous annonce qu'il y aura une pub, une campagne de pub. Il a même annoncé cette campagne de pub-là dans une intervention à CNN. OK, ça fait facilement une semaine, si c'est pas plus. Donc, de voir que Carney accepte de laisser Ford faire ce genre de choses-là. Tu sais, moi, si je suis le premier ministre, probablement que je suis au courant. Même si je n'ai pas vu le tweet, même si je n'ai pas vu l'intervention à CNN, il y a quelqu'un de mon entourage qui va venir me voir et me dire Doug Ford vient de faire une campagne de pub, il a mis Ronald Reagan, il est en train de parler des tarifs, et il poke Donald Trump. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir, je vais caller. Ils sont peut-être pas loin. Il est peut-être capable d'y aller en avion ou à côté. Soit qu'ils l'appellent, soit qu'ils font une vidéo, soit que, hey, je vais te voir, on va manger. Donc, Carney va voir Ford, puis il dit, man, donne-moi un break. J'ai pas besoin de tes histoires. J'ai pas besoin de tes crises de folie. J'ai pas besoin de ça. Là. J'ai pas besoin de ça dans ma négociation. Tosse-toi de là. Fais plus de show avec les bouteilles de boisson. Fais plus d'histoire, OK? Occupe-toi de tes affaires. Je vais m'occuper des miennes avec Trump. Nuis-moi pas. Carney l'a pas fait. Carney savait. Cette histoire-là fait l'affaire de Carney. N'oubliez pas ce que je vous ai dit depuis une semaine.
Ça court et ça va arriver. Carney et les libéraux, donc Ford, le faux libéral, qui a appuyé Carney à la dernière campagne, ben les libéraux veulent avoir 4 ans majoritaires. Et ils vont probablement l'avoir. L'Est de la province s'est écroulé pour les conservateurs d'après les sondages. Puis, je pense que les Canadiens sont encore en crise et ils pensent encore que Carney est l'homme pour tenir tête à Trump. On sait que ça n'a pas rapport, mais on n'est pas dans la tête des Canadiens, on n'est pas dans la tête des Québécois qui vont voter pour lui, mais même si on ne voulait pas, c'est ça. OK? C'est pas d'autre chose que ça. Donc, moi, je pense que si Carney n'avait pas voulu que ce genre de choses-là arrive, il aurait bloqué le vidéo en dedans de 24 heures. En l'espace de quelques heures, il aurait arrêté le vidéo de Ford. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ça lui sert. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez? Tous ceux qui sont en crise depuis le mois de mars sont encore plus en crise aujourd'hui après Trump. Et tous ceux qui pensaient que Carney est le sauveur face à Trump pensent encore depuis hier soir 11 heures que Carney est l'homme de la situation pour dissocier le Canada des États-Unis et nous rendre prospères avec des ententes à travers le monde, puis qu'on va aller se négocier une entente pas pire avec Trump on the side, là, mais ça va prendre un mandat fort. Donc, je pense que ça confirme que les libéraux fédéraux veulent une élection à tout prix pour avoir un mandat clair de 4 ans pour négocier avec Trump. Moi, je pense qu'une fois que ce mandat-là va être donné, mon feeling, c'est que Carney, qui est un British, je sais, il est né au Canada, je sais qu'il a vécu à telle place, mais le gros de sa vie, ses souvenirs, c'est sa famille, son frère, sa femme, ses études, quelques années à la Banque du Canada, mais surtout les dernières années à la Banque de la Grande-Bretagne. Je pense que ce gars-là n'a pas d'attachement au Canada. C'est un gars froid, c'est un gars d'affaires, c'est un comptable, c'est un banquier, c'est un gars de finance, c'est un gars qui n'a pas de cœur. OK? C'est un gars comme ça, là. Et ce gars-là ne jouera pas avec les émotions. S'il y a à nous sauver de la manière que je pense que c'est la manière de nous sauver, c'est-à-dire d'intégrer le Canada aux États-Unis, moi, je pense que Mark Carney va le faire. Je pense que l'homme de la situation, il ne le dira pas pendant la campagne. Il ne le dira pas aux Canadiens. Il ne le dira jamais. Mais ceux qui sont capables de lire et d'avoir un pif et de sniffer à patente, je pense que celui qui va nous livrer dans une intégration avec les États-Unis, c'est beaucoup plus Mark Carney que Pierre Poilievre. Pierre Poilievre avec Stephen Harper en arrière ne fera jamais ça. Donc, il ne faut pas le dire trop fort, parce qu'il ne faut pas réveiller les Québécois qui votent Bloc, qui ont voté Carney, parce qu'ils ont encore l'intention de voter Carney. Mais ce qui est arrivé hier, d'après moi, mon feeling, c'est une histoire qui est voulue pour provoquer ce que ça va provoquer. Beaucoup d'émotions. On sait que je ne savais pas que les Canadiens anglais étaient émotifs de même. Je ne savais pas qu'ils étaient faibles de même. J'étais certain. Sans dire qu'on avait un feeling d'infériorité face aux Canadiens anglais, le Québec s'est toujours senti un peu minable. Les francophones sont toujours sentis un peu minables. Les Canadiens nous ont toujours fait sentir comme étant un peuple de deuxième ordre. Mais depuis la COVID, on sait que les Canadiens anglais, je savais que c'était des imbéciles quand on leur parle des États-Unis. Je savais que c'est des imbéciles quand on leur parle de nous vendre le Canada puis nous dire qu'est-ce qui est bon du Canada. Ce qu'ils nous nomment, c'est toutes des crises de niaiserie. Mais depuis la COVID, j'ai vraiment réalisé que les Canadiens anglais, les Canadiens du rock, sont vraiment une gang de pussy. C'est vraiment une gang de bons à rien. Et j'ai aucun point en commun avec ces astis de losers-là, ça je peux vous le dire. Mais c'est sûr qu'ils vont mettre Mark Carney, puis ils ne sauront pas pourquoi. Ils vont remettre Mark Carney au pouvoir, et Carney va les vendre. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Il n'y a pas d'autre chose à faire que ça. Donc, sur le tweet, la patente de Reagan, bon, le vidéo a été coupé. Il y a une partie du vidéo qui a été coupée. Trump mentionne encore une fois la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est problématique. C'est clair que la gestion de l'offre est problématique. Puis, il y a d'autres affaires. Le secteur automobile, mais le secteur automobile va être intégré. Je veux dire, dans la négociation, ça va être intégré. Il n'y aura plus de frontières entre... est-ce qu'il va y avoir des entreprises? Est-ce qu'il va y avoir des usines qui vont transférer aux États-Unis? C'est sûr que Trump, c'est ce qu'il veut. Là. Trump travaille pour sa gang. Puis les nôtres travaillent pour notre gang.
Mais le plus triste là-dedans, c'est que j'ai pas l'impression que les gangs en question vont gagner tant que ça. Anyway, ça, c'est un autre paire de manches. Mais le vidéo qu'on a utilisé de Reagan, c'est sûr que c'est plate d'utiliser Reagan dans des guerres d'ego comme il y a entre Doug Ford, maintenant qu'on doit inclure dans cette guerre-là, Carney et Trump. Parce qu'on était dans une autre classe, hein? On était dans une autre classe avec Reagan. Mais, regarde, tel que tel, les dommages sont faits. Qu'est-ce qui va arriver de ça? Je ne sais pas. Est-ce que Trump est en train de bluffer comme il le fait souvent pour avoir plus? C'est le négociateur hors pair, il ne faut pas oublier ça. Donc, top négociateur. Ce serait pas mal, ce serait surprenant de voir qu'il ne gagnera pas. On n'a pas de pouvoir. On n'a pas de rapport de force. On n'a pas de rapport de force. Tu sais, il faut se le rentrer dans la tête. Puis, j'ai fait un tweet sur la gestion de l'offre, parce que la gestion de l'offre est mentionnée. Parce que hier, Trump a donné un coup, OK? Il a dit les négociations sont rompues. Il y a une vidéo. Il n'a pas nommé Doug Ford, mais c'est Doug Ford, l'imbécile, qui est allé mettre ça. Donc, il n'a pas nommé Ford, parce qu'il ne s'occupe pas de Ford. Mais c'est clair qu'il l'aime pas beaucoup, là. On doit le traiter de gros tatal. Mais une fois que ça a été fait, il a dit, bon, il n'y a plus de négociation. Et là, ce matin, il est revenu avec un tweet. Il dit, on les a pognés à tricher, on les a ci, on les a ça, c'est des gens qui nous nuisent. Il y a la gestion de l'offre. Je ne sais pas si le 400% est vrai, là. Donc, ça, je n'ai pas vérifié. Je demandais à Grok, ça semble dur à estimer. Probablement que non. Mais c'est beaucoup. C'est quand même une protection. C'est quand même du protectionnisme. C'est quand même des tarifs. Et c'est nous qui avons commencé cette game-là. On est, ça, les Québécois ont de la misère à comprendre, les Canadiens anglais ont de la misère à comprendre, mais on est des tarifeux. On est des protectionnistes. On veut tout de l'autre bord, puis nous, on veut se protéger. Nous, on veut tout envoyer notre stock. Mais en retour, il faut se protéger. On est même depuis que je suis au monde. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce party-là est fini. Ce party-là est fini. Là. Bon, on peut. Moi, je suis le premier à des fois à trouver que c'est un peu bébé lala, là, c'est un peu fait par. Mais c'est ça. À partir de là, on a bien beau analyser ça de toutes les manières. À la fin de la journée, il faut arriver avec un deal. Et la gestion de l'offre, c'est un os. Il y a plusieurs os, mais je pense qu'un des plus gros, c'est la gestion de l'offre. C'est comme symbolique de ce que le Canada est au niveau protection, au niveau tarif. Et c'est très, très, très symbolique. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on comprenne que c'est fini. Donc, arrêtez de faire semblant que vous allez le garder. On ne sait pas juste quand est-ce que ça va finir. C'est-tu dans 2 semaines? C'est-tu dans 2 mois? C'est-tu dans 1 an et quart? Une chose est sûre, la gestion de l'offre va finir. Donc, il faut déjà penser à comment on va combler les valeurs des quotas pour les fermiers. Mais tu sais, je veux dire, on ne peut pas, au nom d'un genre de système soviétique, tuer une économie de plusieurs trillions de dollars sur une décennie d'échanges commerciaux entre le Canada et le gros voisin puissant. Si vous pensez, j'ai vu, j'ouvre une parenthèse, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un rapport de quelques informations qui se passent actuellement avec le gouvernement Carney sur le plan de Carney. OK, j'ai eu ça par des lobbies qui sont en train de négocier pour leur secteur à eux. Et dans les discussions que cette personne-là explique à ses membres, les discussions qu'ils ont avec la gang de Carney, c'est que Carney a un plan de fixer le budget, d'équilibrer le budget, et ça dans 3 ans. Donc, dans 3 ans, okay, on s'entend qu'on est dans les licornes. On est dans le grand rêve, là, mais c'est ce qu'eux ont comme discours dans les couloirs avec les lobbies. OK? Budget équilibré, beaucoup de coupes un peu partout, de l'argent disponible pour combler pour les jobs qui vont se perdre à raison de ce qui se passe avec les États-Unis. Et ils sont certains, c'est leur discours officiel. Moi, j'y crois pas, mais c'est le discours officiel qu'ils tiennent devant les lobbies. C'est que maintenant, ils vont commencer à faire des affaires avec le reste du monde et qu'il va y avoir des échanges commerciaux avec les partenaires de partout dans le monde, puis que les États-Unis vont devenir un partenaire ordinaire pour les... Vous savez que ça, c'est une recette d'une grande faillite d'un pays, du membre du G7 qui ne sera plus là. Vous savez très, très, très bien que c'est ça. Le gars d'armoire qui vient se faire imposer un tarif de 25 %. Faites-y pas à croire qu'il va vendre des armoires à Paris. Là. Faites-y pas à croire qu'il va vendre des armoires à Singapour. Ça n'arrivera pas là.
Il le sait très, 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 très bien. C'est pour ça qu'avec un de ses présidents, un de ses vice-présidents, ils sont en train de regarder combien de jobs ils vont couper. Ils sont en train de regarder quel foreman ils vont couper dans quelle équipe. C'est ça qu'ils sont en train de regarder en ce moment. Ils savent très bien qu'ils ne vendront aucun armoire à Singapour. Jamais. Ils n'en vendront jamais, 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 jamais. Donc, tu sais, il y a un discours un peu pathétique de la part des politiciens envers certains groupes de pression qui sont en train de négocier pour voir comment ça va se passer. Mais derrière ça, moi, je continue de penser que ultimement, on va être livré, puis qu'il y aura une intégration du Canada avec les États-Unis. C'est une forme que je ne suis pas capable de vous dire complètement, mais je continue à dire, même dollar, pas de frontières, plus de tarifs, pays intégré, armée, même chose pour le passeport, etc., etc. Donc, beaucoup de choses qui restent de changer. Ça, c'est dans ma tête à moi. Vous allez beau me traiter de tout et non. Je le pense au plus profond de moi-même. Et je pense que on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a aucun rapport de force. On est incapable de négocier quoi que ce soit. Donc, voilà. En espérant que vous allez passer quand même un bon week-end. Puis que... Écoute, une chose est sûre. Il faut toujours être stand-by. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans un moment où on ne s'y attend pas. Qui aurait dit, OK, jeudi soir, tard, boum, fini négociation avec le Canada. Oui, on s'ennuie d'une certaine époque, mais disons que cette époque-là, il faut être sur le qui-vive tout le temps, 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 tout le temps. Donc, écoutez bien, je nous souhaite le meilleur, mais si jamais vous êtes capable de convaincre des gens ce week-end que la seule issue possible, c'est pas le elbows up. La seule issue possible, c'est d'avoir un drapeau américain devant votre maison, puis d'avoir un futur avec une économie qui a ses problèmes en passant. On a franchi le 38 milliards, pas 38 milliards, 38 trillions. Donc 38 000 milliards de déficit, de dette plutôt, hier ou avant-hier. Donc, et ça continue de grossir. La dette grossit à une vitesse épeurante, à la même vitesse que pendant la COVID, finalement. Et ça, c'est quelque chose qu'à un moment donné, les républicains vont devoir adresser et que Trump va devoir adresser très, très rapidement. Parce qu'il n'y a pas de... Le futur, c'est pas beau, là. Si ça continue sur ce rythme-là, la fin est pas mal plus proche que loin. Là. Ça, c'est clair. Est-ce que j'ai le temps de... Non, OK, j'ai pas le temps. OK. Lundi, rappelez-moi que je dois vous parler de ce reportage dans le site du magazine L'Actualité, où on nous dit, c'est une femme, une journaliste, elle a l'air d'une calice de journaliste, son look, toute son allure au complet, la petite bonne femme journaliste de gauche. Et elle nous dit, les filles québécoises que j'ai interrogées, je n'ai pas interrogé une tonne, là, puis ils sont anonymes, mais elles veulent rien savoir des gars qui sont de plus en plus à droite. Beau sujet à avoir avec notre ami Jerry, lundi pour commencer la semaine. Mon nom est Jeff Fillion, voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui à suivre. Éric Duhem, Nicolas Gagnon, le vrai Nicolas Gagnon, et également La Boîte avec Jerry. Radiopirate.com Radiopirate.com Il est le chef du Parti conservateur. Vous le connaissez, Éric Duhem. Éric, t'es salué. La petite Clémentine est mangée Salut tranquillement. Jeff. Ben oui, je viens ici, je me nourris, je prends mes repas en Qu'est-ce faisant que tu des faisais chroniques. chez Canac, là, brasser de la... T'as-tu encore des appartements? Ah, je suis encore dans la peinture par-dessus les oreilles, puis là, j'étais Bon. en train de faire brasser ma peinture un matin, là. OK. Puis c'était plus compliqué que je pensais. Mm. Puis là, Qu'est-ce qui j'étais se passe de beau, mêlé là, ce dans temps-là, mon mon ami, prime. Pardon? Qu'est-ce qui se passe de beau? Mais qu'est-ce qui se passe de beau? Écoute, politiquement, il se passe beaucoup. Je sais pas si hier, tu as vu le sondage dans la presse sur la popularité de notre premier ministre. J'ai jamais vu un parti au pouvoir avec un premier ministre aussi impopulaire. Les 3/4 des Québécois veulent qu'il démissionne. C'est du jamais vu. Puis ce qui est plate, c'est que il y a beaucoup d'idées que la CAQ a mis de l'avant ces dernières semaines pour essayer de regagner en popularité. Là, c'est des idées conservatrices qui sont venues nous voler plusieurs de nos idées. Puis, Tu fais le comment avec ça? Tu fais le comment avec... Premièrement, moi, que le monde me vole mes idées, je suis content. Moi, j'aimerais ça que tout le monde pense comme ça au Québec. Là. C'est pas, je sais pas, les idées ne nous appartiennent pas. Puis on veut que justement, il y ait de plus en plus de monde qui adhère. Puis
que les autres partis pigent dans nos idées, c'est toujours bon signe. Puis politiquement, il ne faut jamais s'énerver de ça parce que l'électeur est intelligent. Puis à la fin de la semaine ou à la fin du mois, à la fin de l'année, quand va arriver le temps de choisir, moi, j'ai confiance qu'ils vont choisir l'original plutôt que la copie. Puis notre programme, à partir du moment où il est conservateur, il va être plus cohérent que celui de nos adversaires. Mais c'est quand même, il y a quand même, il faut le noter, là, il se passe de quoi au Québec, là? Paul Saint-Pierre Plamondon récemment annonçait que là, il veut abolir le Fonds de développement économique qui donne beaucoup de subventions aux entreprises, exactement ce que le Parti conservateur du Québec dit depuis des années. Ils ont commencé à dire que le prix du gaz était trop cher, puis ils viennent de découvrir ça. Eux autres, nous, ça fait des mois, des années qu'on dit qu'il faut réduire les taxes sur l'essence. Pablo Rodriguez, très à gauche, l'ancien lieutenant de Justin Trudeau qui commence à réaliser qu'il n'y a pas grand monde à aller chercher dans le vote, dans le plat de QS. Et là, il est allé rechercher, il a déterré, il a sorti des boulamites. Martin Coiteux, l'ancien président du Conseil du Trésor sous Philippe Couillard, qui était vu comme le monsieur austérité. Et François Legault, ben lui, écoute, aujourd'hui, au moment où on se parle, probablement à l'heure où on est, là, Jean Boulet, le ministre du Travail, est en train de présenter un projet de loi au niveau d'une réforme du monde syndical au Québec, où il y a plusieurs points qui sont sortis directement d'un livre que j'ai écrit il y a 10-15 ans, Libérer des syndicats. Dans ton livre, c'était carrément ça que tu disais. Ben oui. Puis là, ils viennent de découvrir ça. Puis là, ils veulent déposer un projet de loi là-dessus. D'ailleurs, je suis posé le rencontrer la semaine prochaine pour y jaser de ça. J'ai envoyé mon livre. Je suis même allé porter à son bureau de comté à Trois-Rivières il y a 2 semaines. Et moi, je pense... Puis regarde, cette semaine, c'était avant-hier. Avant-hier, j'ai rencontré Simon Jolin-Barrette pour y parler de son projet de constitution. Je suis le seul parti qui l'a rencontré pour y jaser de ça. Puis je pense que les Québécois apprécient ça aussi. Il faut être constructif. Quand les idées, on n'est pas d'accord... Mais ça sert à quoi, la Constitution québécoise, dans le cadre du fédéralisme canadien, si on a déjà une Constitution fédérale? Est-ce que c'est juste symbolique? C'est quoi, hein? Ben, c'est plus que ça. Là. Moi, ce que j'ai, puis c'est pour ça que j'avais présenté, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quelques jours avant qu'il présente son projet de constitution, moi, j'avais déposé un projet de loi qui était très similaire à celui que Daniel Smith a adopté. En Alberta, ça s'appelle la loi sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. En Saskatchewan, ça s'appelle le Saskatchewan First Act. Et essentiellement, c'est pour empêcher toute forme d'ingérence du gouvernement fédéral d'incompétence du Québec. Okay. Et donc, c'est dire, regarde, puis pire que ça, les lois vont tellement loin, ils vont même plus loin que le projet de constitution de la CAQ au Québec, c'est que si le gouvernement fédéral, puis l'Alberta l'a mis en application 3 fois, si le gouvernement fédéral envahit leurs compétences, ils ne respectent plus les lois fédérales. Okay? C'est dit dans le projet de loi là, que le gouvernement puis les institutions provinciales ne respecteront pas les lois fédérales qui s'ingèrent dans leurs compétences. Puis Daniel Smith, elle l'a utilisé 2 fois. Elle l'a utilisé dans la question des évaluations environnementales, puis elle l'a utilisé dans la question des pipelines, en disant au fédéral, mêlez-vous de vos affaires. Et ça a fonctionné. Le fédéral a reculé 2 fois. Donc, pour des gens de droite, pour des gens conservateurs, pour des libertariens, oui, pour des gens autonomes, c'est normal d'appuyer ce genre de constitution-là parce que le fédéral, c'est une couche de plus de contrôle qu'on en veut le moins possible. Puis on devrait faire la même chose avec les municipalités et les régions aussi. Hein. Le gouvernement du Québec ne devrait pas se mêler de leurs affaires, mais on devrait leur donner plus de pouvoir local pour que hier, j'ai dîné avec l'ancienne ministre des Ressources naturelles là, qui a taclé à la porte et qui a demandé la tête à Legault, Maïté Blanchette-Vézina, la députée de Rimouski. Et elle, c'est une régionaliste. Okay? C'est une fille qui était mairesse d'un village dans son comté puis qui est très, très pour l'autonomie des régions. Puis c'est une des raisons pourquoi elle était en froid avec la CAQ puis pourquoi elle n'est plus là. Elle avait des gros conflits avec la vision centralisatrice de la CAQ. Elle était bien surprise que les conservateurs ont cette perspective-là, mais il ne faut pas être surpris. Là. Par définition, un conservateur, tu veux toujours que le pouvoir soit plus proche de l'individu. Puis quand tu es un gauchiste, tu crois toujours qu'il faut que le gouvernement soit le plus gros puis le plus loin du monde. C'est pour ça que même ils veulent des ententes internationales puis ils rêvent d'un gouvernement mondial, même dans certains cas. Là. Mais ils veulent toujours, puis regardez à Ottawa, c'est la même chose. Qui est le plus centralisateur? Ça a toujours été le NPD et les libéraux. Puis qui est le plus décentralisateur? C'est les conservateurs. Philosophiquement, on veut rapprocher la décision à l'individu, à sa famille, à sa communauté la plus proche. Oui. Et ça, c'est très, très Mais qu'est-ce qu'il y a dans la Constitution?
Y a-tu des droits fondamentaux pour les individus? C'est ça, c'est l'affaire que j'ai dit, là, il y a des problèmes. D'abord, l'idée d'une constitution, pour revenir au début, là, l'idée d'une constitution, nous autres, on a toujours été d'accord que le Québec ait sa constitution puis protège ses compétences. C'est dans l'ADN conservateur. Est-ce que tu penses que les membres conservateurs sont conscients de ça? Est-ce qu'ils en parlent de ça? On l'a adopté dans un congrès. Là, quand on a parlé on avait fait un congrès sur l'autonomie, puis ça, c'était à l'ordre du jour. Puis les gens, c'est sûr que c'est pas dans t'as raison, c'est pas dans le quotidien du monde, mais quand le fédéral veut s'ingérer, puis quand tu veux faire un projet, puis que le fédéral veut t'imposer, par exemple, en Alberta, c'est ce qui vient d'arriver, là. Le fédéral voulait imposer des évaluations environnementales à pu finir, qui font en sorte que les projets n'auraient jamais vu le jour. Fait que c'est sûr que c'est loin du monde, une constitution, mais quand ça te protège contre ce genre d'ingérence et d'intervention-là, ça devient très pertinent puis très proche du monde. Mais fait que la base, c'est celle-là. Mais le problème qu'il y a avec le projet qui a été déposé par la Coalition Avenir Québec, par Simon Jolin Barrette, le ministre de la Justice, c'est qu'il y a beaucoup de droits collectifs, puis on parle peu des droits individuels. C'est ça qui me fait chier un peu dans le patente. Ça a l'air d'une patente pour eux autres et non pour nous autres. C'est ça, exact. Moi, ce que je veux là, d'une constitution, là, moi, je veux me protéger le plus. Je veux que l'individu soit le plus protégé du pouvoir administratif. Donc, dans ce cas-ci, c'est de se protéger du fédéral. Oui. Moi, OK, je comprends qu'avec la CAQ, ça ne s'est pas passé de même, mais si dans un autre gouvernement normal, s'il arrive une autre pandémie, je ne veux pas que le gouvernement fédéral ait le contrôle sur ce que nous, on décide. Non. Il n'y a pas à décider de nous. Si notre province décide que, je vais donner un exemple, même les moins canadiennes et les plus nord-américaines, la liberté d'expression totale, le port d'armes, des choses comme ça. Si nous, on décide collectivement, ça se peut que ce ne soit pas dans la liste que les Québécois veulent, mais c'est ce que je dis, c'est que ce soit pour les individus. Les points qu'il y a dedans, ce sera aux Québécois de décider qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Mais j'ai le feeling que la CAQ essaie de se rendre belle pour les élections qui s'en viennent, puis qui utilise un genre une constitution, on va se protéger, mais finalement, quand on regarde, c'est pour protéger la collectivité et la machine et le gouvernement. Puis nous autres, on n'est pas impliqués là-dedans. C'est pas une surprise pour moi, là, mais c'est pas ça, une constitution. La constitution, en premier, c'est pour nous défendre, nous, les individus. Là. C'est pour le monde. C'est très intéressant ce que tu dis, là, parce que c'est ça, puis c'est ce que j'ai dit au ministre. Et ce qu'il m'a répondu, c'est parce que là, il me dit, oui, mais il y a la Charte des droits et libertés est inclue dedans. Fait que ça protège les droits individuels. Parce que moi, je suis arrivé avec 2 demandes. J'ai dit, moi, je veux 2 choses. Là. Je veux qu'on reconnaisse le droit de propriété. C'est quelque chose qui nous différencie. Là. Les sociétés libres où le droit de propriété existe, là, on est minoritaire sur la planète. Là. Ça, c'est important d'inscrire ça dans une constitution. Puis c'est important d'inscrire les libertés individuelles. Parce que là, vous parlez beaucoup des droits collectifs, mais les libertés individuelles ne sont pas mentionnées. Il m'a dit, oui, c'est inclus dans la charte. Si les droits collectifs aussi sont inclus dans la charte. Pourquoi vous les renommez 2 fois? Est-ce qu'il y a 2 sortes de droits? Est-ce que les droits individuels ont moins de valeur que les droits collectifs? Je pense qu'à leurs yeux, oui. Ben c'est ça, mais il m'a pas dit ça. Il m'a dit non, ça a pas, ça légalement, ça a le même poids, puis tout ça, mais pourquoi il le mentionne 2 fois d'abord? Puis l'autre affaire, je suis pas contre nécessairement le suicide assisté, puis l'avortement, mais ça n'a pas d'affaire d'une constitution. Là. Ben on ne sera pas à dire tel projet de loi, il faut qu'il y ait une constitution, tel autre projet de loi, il ne va pas d'une constitution. Là, c'est parce que c'est pas une constitution. Puis, tu sais, l'aide médicale ça fait bizarre, là. Ça fait une constitution, c'est pas ça que tu changes à chaque année, là. C'est-à-dire, c'est pas une patente que tu vas changer aux 6 mois. Non, c'est pas vrai que ça fait partie de l'ADN du Québec. Là, je m'excuse, mais 95% de l'histoire du Québec, il n'y avait pas de droit de suicide assisté. Là. C'est pas quelque chose qui existait là, jusqu'à tout récemment. Fait que c'est quand même, c'est un peu bizarre. Puis c'est faire de la politique aussi. Puis ça ouvre flanc à... Une constitution, c'est supposé être rassembleur. C'est pas pour supposé diviser. Là, ça ouvre flanc à des adversaires qui veulent justement partir contre la Constitution, alors que l'idée n'est pas nécessairement mauvaise à la base. Puis j'ai trouvé, les 3 autres partis d'opposition, puis surtout le PQ et QS, qui sont supposés être des partis souverainistes, là, ils sont contre le projet d'une Constitution. Mais je veux juste leur rappeler que l'idée même d'avoir une Constitution au Québec, ça émane du mouvement souverainiste historiquement au Québec. Ouais, ça, c'est une histoire de partisanerie. Là. Mais là, parce qu'ils veulent pas donner de gaz au gouvernement actuel. Mais ça donne quoi mettre la partie... Tu sais, garde l'affaire avec des syndicats. Là. Oublions la Constitution, revenons sur les syndicats. Là. Le parti au pouvoir, le gouvernement, le ministre du Travail, dépose un projet de loi qui va dans le sens de ce qu'on dit depuis des années. OK?
Est-ce qu'on va être contre parce que ça vient de la CAQ? Non, c'est ce que j'ai dit la semaine passée. C'est ça que je trouve enfantin. Tu sais, PSPP, il agit comme un enfant qui boude dans son coin et qui tape du pied parce que c'est pas lui. À un moment donné, si t'es pour les idées, tu sais, c'est pas ton ego là, dont il est question. Là. Si moi, j'aimerais mieux que ça soit moi qui dépose le projet de loi, puis je pense qu'il serait meilleur, puis je pense que je mettrais plus d'affaires pour serrer à vis un peu plus. Mais c'est mieux que pas de n'avoir, là. Mais ce qui est proposé, c'est bon. Puis j'ai toujours dit que c'était bon, puis j'ai toujours été d'accord avec ça. Fait que je vais-tu être contre parce que ça vient de la CAQ, parce qu'ils sont impopulaires, parce qu'ils sont en fin de régime? Non. Puis ce qui me fait peur, c'est parce qu'ils sont en fin de régime, parce qu'ils sont impopulaires, que les idées qu'ils mettent de l'avant, si on les appuie pas, ils vont couler avec eux autres, tu comprends? Et ça va donner mauvaise presse. Puis ils vont dire, ils ont déjà essayé ça n'a pas marché. Ben oui, je comprends. Si on les a pas appuyés, puis s'ils étaient super impopulaires, c'est sûr que ça marchera pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé que sur les enjeux où on est d'accord, réduction du nombre de fonctionnaires, l'affaire des syndicats, le projet d'une constitution, moi, je vais être collaborateur. Je veux qu'on soit constructif comme parti politique. Puis c'est pour ça que écoute, c'est la première fois que je fais ça, que je vais rencontrer mes listes. C'est de démolir l'idée comme de quoi que quand tu es dans l'opposition, il faut absolument que tu te poses tout le temps. L'opposition, on se pose. C'est enfantin. C'est pas ça que le monde s'attend. Là. Ben non. Moi, je pense qu'il faut essayer de bonifier ce qu'ils font, mais il faut quand même les encourager. Puis j'espère que, par exemple, Jean Boulet, le projet de loi qui est déposé aujourd'hui, j'espère qu'il va être adopté. J'espère qu'il va se tenir debout. J'ai plusieurs questions suite à ce que tu viens de jaser. Vas-y. Premièrement, je vais commencer par une affaire bien short. La madame que tu as rencontrée, est-ce que tu sens dans les médias sociaux, quand tu mets des photos de ça, que ce soit elle ou que ce soit Yuri Chassin, qu'on regarde la performance de Mme Laforêt à Saguenay, le fait que, je pense que c'est pas contre elle, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour être une très bonne mairesse, mais le fait qu'elle est collée à la CAQ, les gens, surtout les partisans du Parti conservateur du Québec, semblent allergiques à tous ceux qui peuvent venir rôder alentour de nous autres. Est-ce que tu as ce feeling-là? Est-ce que tu le prends en considération, ce feeling-là? Oui, mais en même temps, tu sais, quand elle est sortie puis qu'elle m'a été Blanchette Vézina, pour prendre son exemple, quand elle est sortie puis qu'elle a dit ce qu'elle pensait de François Legault puis qu'est-ce qu'il devrait faire, tout le monde, tous les conservateurs l'ont applaudi pendant 48 heures. Fait que oui, c'est vrai qu'ils viennent de la CAQ, mais en même temps, puis tu sais, Jeff, on était 13% aux dernières élections, la CAQ était à 40 quelques. Si on veut, nous autres, passer à 20, 30, 40%, il va falloir qu'on accueille du monde qui ont voté puis qui ont milité dans la CAQ. C'est mathématique. Je comprends que tu as un travail de vente à faire. Oui, mais si on reste juste 13%, là, on n'ira jamais nulle part, mais on va avoir 0 député à toutes les élections. Non, mais ils vont dire, c'est pas ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, oui, on veut tout avoir les gens qui ont voté caquistes, mais ceux qui ont voté pour ces sacrements-là, on les veut pas. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'ils vont dire. À un moment donné, tu peux pas. Ou ben non, tu ouvres tes bras, ou ben non, tu les ouvres pas. Et moi, je garde. L'important, c'est les idées tout le temps. Il faut tout le temps revenir à la base, là. C'est quoi qui nous différencie comme conservateurs, puis qu'est-ce qu'on a en commun avec ces gens-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire avancer. Puis, par exemple, quand je vais en bas rencontrer Jean Boulet, Jean Boulet ne va pas devenir conservateur puis il ne se présentera pas avec nous autres à la prochaine élection. Là. Je m'en vais le rencontrer parce que je veux bonifier son projet de loi. Puis j'espère qu'il va m'écouter. Mais juste le fait qu'il veut me recevoir puis qu'il a lu mon livre, c'est déjà un début. Tu sais, on part de loin. Là. Il y a quelques mois, là, il ne voulait pas nous parler. Là. On était infréquentables, puis on était lépreux, là, puis on était des complotistes. Rappelle-toi, Jeff. Là. Toi aussi, tu l'étais. Là. Je suis pas tout seul là-dedans. Là. Fait que moi, je le suis encore. non, mais ils nous ont tous mis là-dedans. Et là, tranquillement, quand les partis commencent à voler nos idées, ce qu'ils disent aux gens, là, c'est qu'on n'est peut-être pas si fous que ce qu'ils ont dit depuis des années. Exact. Ils le disent pas, mais ce que le monde comprend, là, ils se disent, ben écoute, finalement... Mais c'est justement ma deuxième question de ce que tu as parlé depuis 5-6 minutes. On a parlé ensemble en fin de semaine au téléphone vite, mais tu sais que c'est une stratégie qui est calquée sur probablement ce que Mark Carney a fait, sans avoir un nouveau chef, parce que ça, c'est le bout qui manque là, dans leur patente. Mais Carney, c'était visible, puis je pense pas que ça en est caché. Ils ont été pigés dans les meilleures idées de Pierre Poilievre, puis ça leur a volé son programme, ouais. Puis c'est ça, exact. Moi, ce que je disais à l'époque, puis je le pense encore, puis je pense que je te l'ai même dit en fin de semaine en jasant, toi puis moi, tranquillement au téléphone, c'est que, oui, c'est une très bonne nouvelle, mais en même temps, ça nous envoie le message que, parce que la fenêtre se tasse vers la droite, ce qui est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Mais en faisant ça, ça veut dire que maintenant, on peut s'en aller tranquillement aussi vers notre propre droite. Parce que notre droite, elle était...
sais, à la limite, on n'avait pas besoin de. Le Parti conservateur n'avait pas besoin d'être vraiment à droite avec tous les partis qui étaient très, très loin à gauche. Donc, on avait juste à être son image au centre-droit, puis on avait l'air très à droite. Là, maintenant que tout le monde revient vers le centre, c'est à nous autres maintenant à s'en aller un peu plus à droite. Donc, est-ce qu'on est conscient de ça au parti? Oui, mais. Il faut que nos idées doivent être plus conservatrices, plus à droite encore, sans faire peur nécessairement aux Québécois? Peut-être dans 5 ans, là, mais présentement, là, ils ont juste eu 2-3 discours à droite. Là, attends, Jeff, le Québec n'a pas reviré à droite. Là. J'ai regardé mon chèque de paye à matin, je n'ai pas payé moins de taxes, moins d'impôts, puis je ne suis pas moins libre, je ne suis pas plus libre que je l'étais la semaine passée. Je parle au niveau électoraliste. Là, oui, c'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, la question va se poser, mais présentement, là, les gros enjeux, c'est quoi être à droite au Québec? Là? C'est premièrement, là, arrêter de dépenser comme des caves. Il y a encore un matin, là, il y a encore un autre exemple de perte d'argent, encore d'enfilade batterie dans le coin de Bécancour. Ça n'arrête plus. Là. Il y a un scandale à toutes les semaines. C'est des centaines de millions de votre argent qui s'envolent comme ça, qui s'en vont se faire brûler dans un feu, on ne sait pas où. Après ça, c'est arrêter ça, équilibrer le budget. C'est juste arrêter de faire les déficits records puis être décoté par les agences de notation. Remettre un peu d'argent dans vos poches, que ce soit en abolissant la taxe carbone ou en baissant les taxes et les impôts à gauche et à droite. Mais tout ça, là, Jeff, il n'y a rien qui s'est passé. Là. Ils ont un discours. Mais tout ce que je viens de te dire là, le déficit n'a pas baissé, les taxes n'ont pas baissé, puis l'abolition des subventions aux entreprises n'est pas arrivée. Là. Fait que ça, c'est un volet. L'autre volet, c'est le système de santé, évidemment, parce que c'est la plus grosse dépense. Il faut ouvrir la porte au privé. Là, j'ai vu que la CAQ commence à dire là, les patients qui attendent trop longtemps, après 1 an, on pourrait peut-être les envoyer au privé, puis le public pourrait peut-être payer pour certains cas. Mais la même journée, on apprend qu'il empêche des médecins de partir du public puis s'en aller au privé. Ils veulent plus. Ils empêchent de se désaffilier. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de messages contradictoires. Là, la loi spéciale va passer. Là. C'est quoi ta position sur la loi spéciale? Écoute, tant qu'on va avoir un monopole, là, on va être pogné à gérer de la merde comme ça. Moins le gouvernement va être obligé d'intervenir, plus il va laisser les gens, les professionnels de la santé libres, plus moins le gouvernement aura besoin de prendre ce genre de décision-là. C'est toujours le même problème. Là. On est pogné, puis c'est un piège à con, là, parce que t'as un monopole, fait que le monde est pogné là-dedans, puis t'es obligé de gérer ce monde-là, puis c'est le gouvernement qui n'est pas le client direct, parce que c'est pas lui qui obtient le service, qui est obligé d'agir comme... Moi, qui est un peu en conflit d'intérêts, parce qu'en même temps, il est l'employeur d'un bar, puis il négocie de l'autre bar, puis il essaie de se faire élire, d'avoir le vote de ce même monde-là en tout en même temps. On est dans des guerres de relations publiques plutôt que dans des vrais conflits de travail. Puis ça, je déteste ce genre d'affaires-là parce que il faut éliminer le plus possible ces négociations-là. Mettons qu'il y aurait 2 hôpitaux, un hôpital privé et un hôpital public, là, on serait en train de négocier un meilleur deal avec le privé si le public est déraisonnable. Oui, exact. C'est pas compliqué, là. Mais est-ce qu'on utilise les médecins comme... Tu sais, c'est toujours les médecins qui sont utilisés parce qu'on sait que dans la population, Mais oui. On n'utilisera pas les infirmières parce que les infirmières, c'est comme ils ont bonne presse. Ils ont bonne presse, exact. Les médecins, c'est plus facile. Ils sont riches. Ils sont moins nombreux. Ils gagnent de l'argent, c'est ça. Tant que tu n'en as pas besoin, les médecins, tu peux les envoyer chier puis les traiter d'enfants gâtés, puis ils ont un syndicat puissant, etc. Mais dans les faits, je parlais avec le docteur Pascal Renaud qui me disait... Il dit, nous autres, on coûte la même chose à la société. Puis tout a explosé au Québec depuis quelques années. Mais il dit, il y a 5 ans, on coûtait 9 milliards. Puis aujourd'hui, sur le 60, même si on est passé de 40 milliards à 60 milliards, on coûte toujours 9 milliards. Donc, moi, je pense qu'on est en train d'utiliser, puis je vous dis pas, là, je connais pas assez ça pour savoir s'ils ont raison, mais les points que j'entends ici et de là, je suis pas sûr qu'on va améliorer la situation bien pour monsieur tout le monde, mais je pense qu'on est en train d'utiliser les médecins pour se faire du capital politique, parce que c'est facile de le faire, donc parce qu'ils ont l'air plus choyés, mais en réalité, on a 20 milliards de plus en dépenses, en santé, on a toujours 9 milliards de dépenses avec les médecins qu'on avait il y a 5 ans quand c'était 40 milliards. Donc, quand on regarde froidement les chiffres, c'est un peu comme tu dis, c'est la machine, c'est toute cette machine qu'on s'est inventée qui finalement prend toutes les ressources financières. Pas les médecins tant que ça. Donc, on est en train de casser du sucre parce que c'est très cool de le faire, c'est très populaire de le faire. Les gens aiment ça. C'est de la politique alors que ça ne devrait pas l'être. C'est pas... je veux dire, le médecin, si vous alliez dans une clinique privée,
il n'y aurait pas ces problèmes-là. Si on avait vraiment de la concurrence, ça renforce tant qu'à moi le message conservateur qu'il faut ouvrir à la concurrence publique-privée, ça permettrait justement aux contribuables d'en avoir plus pour son argent. Puis là, les médecins, là, ils se battraient. Il y en a qui se battraient pour plus de liberté, il y en a qui se battraient pour travailler plus d'heures, il y en a qui se battraient pour travailler moins d'heures. Chez Lacroix, Éric, j'ai aucune idée comment Marc Lacroix négocie avec ses médecins. Là. Que Marc Lacroix fasse plus ou moins dans une année, là, toi, là, ce que tu veux, là, c'est payer le moindre coût, puis d'avoir le meilleur service, puis d'attendre le moins longtemps. Je veux dire, c'est pas à toi de décider du salaire de Marc Lacroix. Puis là, on décide. Ça, là. C'est ça. Fait que là, on décide que c'est le gouvernement qu'il faut qu'il décide ça. Puis t'as raison aussi. C'est toujours le même problème avec le gouvernement. C'est toujours la bureaucratie. Éric Duhem, on va faire un bon bout le fun. La beauté en ce vendredi pour les gens sur la version live, donc les cheap. On a un deuxième bout avec Éric. La discussion a duré 1h30. C'est un super podcast qu'on a fait avec Éric Duhem, si ça vous tente. Allez l'écouter au complet, la première semaine de votre abonnement sur radiopirate.com pour la version full, la version Prime. C'est gratuit. Si vous n'aimez pas, vous cancellez, c'est tout. Donc, on vous attend sur la version Prime pour plus de Éric Duhem. Mais il y a un autre bloc qui s'en vient, un deuxième pour les cheap, juste pour vous autres. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Bloc numéro 2 avec Éric Duhem dans un long podcast de 1h30 pour vous autres sur Radio Pirate Live. Pour les cheap! Tu sais, c'est un peu... le no-fault est devenu généralisé dans toute notre société au complet, puis ça devient problématique parce que, tu sais, regarde, ça c'est moi, OK? Ça t'implique pas, mais je veux faire un lien avec le chef du Parti conservateur du Canada qui, dans un podcast, a parlé de certains gestes de Trudeau, que la manière que ça a été fait, entre autres que la GRC n'a pas eu de collaboration du bureau du premier ministre, donc ils n'ont pas pu faire leur enquête, puis ils se sont protégés, ils ont protégé le premier ministre. Le bureau du premier ministre a protégé le premier ministre d'une enquête qui aurait pu le mettre dans le trouble, et que ça, là, la manière que ça s'est passé dans un pays, dans une démocratie, dans une société de droit, en principe, il y a peut-être des choses qui ont été sautées, donc dans le système. Puis lui est allé jusqu'à dire que ça se peut que c'est un cas d'emprisonnement, d'avoir une soute orange. On l'a vu la France, où ce que pour une raison un peu nébuleuse, Sarkozy vraiment 5 ans en prison. On dit la France, OK, ça c'est un peu too much. On regarde qu'aux États-Unis, il y a des gens qui font de la prison pour des affaires qui sont beaucoup moins graves que tout ce qui se passe devant nos yeux au Québec et au Canada. Là, il y a un chef qui soulève. Parce que moi, je peux t'en faire une liste très longue de pourquoi je pense que Justin Trudeau devrait être à procès. Je ne sais pas si ça devrait finir en prison, mais au moins d'être à procès devant juge et jury pour plusieurs choses. Je pourrais même t'amener le gouvernement du Québec actuel avec tous les milliards qui ont volé et le scandale de la SAC Click, puis toutes sortes de scandales qu'on a depuis 8 ans. Ce qui s'est passé pendant la COVID également. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de cas où on devrait amener les politiciens. Les politiciens devraient être au bat avec leur maison, leur REER, leur liberté également en fonction des décisions. Le jour où tu as tout ça au bat, on va dire de quoi? Qu'avant de prendre une décision de mettre 1 milliard dans une entreprise, tu vas y penser 50 fois en sacrement. Si tu sais que si tu le fais, puis qu'on perd de l'argent, toi aussi tu perds tes REER, on va dire de quoi? S'il y a une conséquence à toi, ta décision va être différente. Mais vu maintenant que c'est à yip-aya partout, puis que tout le monde, il n'y a aucune conséquence, puis que donc le no-fault protège tout le monde, bien on a plusieurs fois par année, plusieurs fois par mandat, des erreurs incroyables qui ne seraient pas tolérées en France, qui ne seraient pas tolérées aux États-Unis, pas tolérées dans la plupart des démocraties qui sont des sociétés de droit. Là, maintenant, on est comme devenu un genre de pays de cul un peu, où nos dirigeants peuvent faire ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Et là, Pierre Poilievre soulève ça, et c'est lui qui passe au bat. Passe au bat par Dimitri Soudas, passe au bat par la gang de Radio-Canada qui invente des textes avec des sources anonymes qui sont qu'on ne peut pas vérifier s'il y a véritablement une source. Donc, je te demande, toi, si
tu as cette liberté-là de parler de ça? Est-ce qu'on a au Québec le droit de revendiquer des pertes d'emploi pour quelqu'un, que quelqu'un soit amené devant procès pour des choses où il y a des milliards détournés, qu'il y a un site web qui aurait dû coûter en bas de 200 millions, qui coûte 1,2 milliard? Est-ce qu'on peut parler de ça? Ben, il faut en parler. Est-ce qu'on a cette liberté-là? Parce que j'ai cette question-là. Là. Écoute, je suis allé chez mon barbier, c'est niaiseux, là. Puis il me dit, Eric, puis il a regardé la commission d'enquête publique et indépendante sur sa clique. Puis là, tout le monde a regardé ça au Québec. Là, 1,1 milliard pour un site web transactionnel, c'est pas banal. Là. Puis de toute évidence, il y a eu des contrats qui ont été signés qui n'avaient aucun sens. Il y a eu de l'amateurisme, puis il y a potentiellement eu, évidemment, de la fraude, puis de la malhonnêteté, puis des gonflages de factures, puis du monde qui sont passés de 80 à 300 piastres en un claquement de doigts. Là. OK? Et le politique a levé la tête. Puis regardez ailleurs. Oui. Puis il essaie tout de se laver les mains aujourd'hui. Mais ton barbier, il veut quoi? Il veut que quelqu'un aille devant le juge? Il veut quoi, le barbier? Ben, le barbier, il comprend pas comment ça se fait qu'il y a un gars qui est allé au dépanneur à côté puis qui est parti avec une caisse de bière puis la police l'a arrêté puis ils l'ont menotté puis ils l'ont emmené au poste. Puis comment ça se fait que là, on perd 1,1 milliard puis on apprend que le monde se sont gonflés leurs factures, que l'autre, il a monté son salaire de 80 à 300 piastres, que l'autre, il a signé il a essayé de cacher les dépassements de coûts pour reporter ça après les élections, puis qu'il n'y en a pas un qui se ramasse avec des menottes. Exact. Puis sa question est pas folle, là. Il comprend pas, lui. C'est puis ça, je lui, comprends. il comprend. Il se dit, c'est quoi normal. la justice? Y a-tu deux sortes de justice au Québec? Ben, au Québec, au Canada, maintenant, là. Ben, c'est la planète, là, mais je veux dire, comment ça se fait que on accepte ça? Puis là, il me dit, explique-moi ça, là. Puis c'est dur à comprendre, là. Parce qu'eux autres, là, ils voient le juge galant, là, c'est un commissaire, mais ils le voient comme un juge, ils voient ça comme un procès, là. Puis là, ils voient les témoins aller témoigner puis expliquer leurs affaires. Puis là, il dit, comment c'est qu'il n'y a pas d'accusé? Il n'y a pas d'accusé. Il y a juste des témoins, il y a un procès, mais il n'y a pas d'accusés. Il n'y a pas de box des accusés. Il manque un coin dans la place, là. Et je veux te dire une affaire, tous les panels que j'ai vus qui ont tombé à pieds joints sur Poilievre, qui a eu la candeur de dire tout haut ce que bien des Canadiens, bien des Québécois pensent sur la classe politique et la machine en tant que telle, qui abuse. Tu sais, dans le temps de Trudeau, là, je peux vous en nommer 50. T'sais, arrive Cannes, là, je veux dire, ça peut pas arriver, ça. Il doit y avoir quelqu'un qui est responsable de ça. C'est le premier ministre qui est responsable. C'est lui qui a perdu la tête avec la COVID. Donc, ça tombe sur son bureau, cette affaire-là. C'est une fraude, l'application, qui a été copiée en 2 jours par 2 gars de New York pour à peu près 250 piastres de temps, là. OK? Donc, on parle de centaines de millions de dollars évaporés, volés au monde. Et le gars, il avance. Et là, tout le monde qui sont fâchés de ça, c'est des gens qui, depuis 2016, à toutes sortes d'occasions, demandent que Trump se ramasse devant un juge puis qu'il finisse en prison. Donc, ça s'applique aux autres, ça s'applique à Trump, mais ça ne s'applique jamais à notre système à nous. Bien, ça, je ne comprends rien là-dedans. Là. Et de le soulever que, tu sais, il y a quand même eu une enquête, là, il y a quand même des rapports là-dessus. Là. La GACAN, là, c'est un conflit total. Là. Donc, de le soulever, parce que le message qui est envoyé sur l'histoire de Poilievre, c'est que toi, tu ne peux plus dire ça. C'est que les gens qui demandent est-ce qu'il y a des conséquences à des choses qui sont, en tout cas, à nos yeux, peut-être que devant un juge, ils vont réussir à se défendre, mais à nos yeux, en ce moment, il y a des choses frauduleuses. Moi, excusez-moi, là, tout le dossier, tout ce que touché Fitzgibbon avec le premier ministre, là, de tous les investissements, là, si vous ne voyez pas des choses qui sont très, très louches là-dedans, qui méritent d'être enquêtées, puis peut-être qu'ils finissent devant un juge, là, ben là, on a un problème, là, parce que comme ton barbier dit... La batterie au complet, là. Moi, j'ai failli perdre ma maison puis tous mes avoirs pour avoir dit à quelqu'un que c'était un cave ou une cave, là. Tu veux dire, ça peut pas arriver. S'il y a des conséquences aux citoyens pour des choses beaucoup moins graves, comment ça que le politique et la machine est protégé de cette manière-là? C'est ça que ton barbier dit et c'est ça que beaucoup de monde pense. Mais moi, ce que je vois avec Poilievre, c'est qu'il vous envoie le message que si vous soulevez ce genre de patente-là, vous allez passer au cash là, par les membres des médias. Là. C'est ça l'avertissement qui est lancé sur Poilievre. Et que si jamais Éric Duhaime fait la même chose, on va même demander « Hey, est-ce que les gens proches d'Éric Duhaime, est-ce que, dans un futur, quand tu auras des députés, est-ce que les députés partagent ça? » 2 députés, de manière anonyme, m'ont dit qu'ils ne partagent pas du tout la vision du chef. C'est le même qui fonctionne maintenant. Là. Mais en même temps, on vit-tu dans un système de justice ou on ne vit pas dans un système de justice? Ben, c'est une société de droit. Si quelqu'un fraude, est-ce qu'il
imputable? Ben, pas, maintenant, non. Ben, oui, dans la vie de tous les jours. On l'a vu dans le milieu financier. Mais quand c'est à l'intérieur du gouvernement avec l'argent des citoyens et des entreprises, c'est non. C'est ça. Parce que, tu sais, ça arrive, là, des entreprises, par exemple, qui sont poursuivies, puis tout ça, puis là, ils envoient des mandats. Ils envoient ça même des fois personnellement, chez les investisseurs, les gestionnaires de la société, puis ils se ramassent après ça avec des poursuites même personnelles. Mm-hmm. Tu sais, ça arrive, là, des entreprises privées que ça se produit. Oui. Mais c'est sûr que sur le domaine public, il y a comme une forme de no fault. L'AMF le fait avec un paquet de monde en passant. Oui. Est-ce qu'il y a un AMF pour la machine? Comment ça se fait qu'on entend toutes sortes de témoignages dans une commission d'enquête publique indépendante puis que la direction des poursuites criminelles et pénales ne donne pas suite? C'est-à-dire, quand on voit des choses qui sont potentiellement criminelles, comment ça se fait que les personnes impliquées là-dedans ne se retrouvent pas devant les tribunaux? On sait, là. Tu sais, moi, je suis allé voir le spectacle de Bryan Adams. Jerry est allé aussi il y a quelques semaines. Puis j'ai pris une bière, ma blonde m'en mangeait. Puis là, hop, j'arrive quelqu'un que je connais. Puis lui, il fait des contrats gouvernementaux en informatique. OK? Donc, il y a un peu moins de 1000 employés à sa charge. C'est lui qui est top one. Puis là, on jase. Puis là, bien sûr que ça vient sur la SAC. Puis je sais, moi, qu'il a fait des gros contrats pour le gouvernement. Puis je dis, bon, comment tu vois ça? Bon, premièrement, il me dit, tu me cites pas. OK, je ne citerai jamais. Normal. Mais il dit, écoute, ils ont choisi la mauvaise plateforme. Puis probablement que beaucoup de monde là-dedans devait le savoir. Si nous autres, on le sait. Mais ils se sont fiés sur l'Australie, qui était la seule place au monde qui ont pris Salesforce comme plateforme de départ. Puis il me dit, regarde, si, mettons, moi, je ne prends pas cette plateforme, je sais que je vais avoir des demandes tout le long du processus. Je sais qu'on va avoir à reculer, par revenir, parce que c'est le même quand tu vas faire avec le gouvernement. C'est un peu tout croche. Mais il dit sincèrement, pour faire un bon budget, puis avoir beaucoup de lousse, pour beaucoup d'erreurs, puis beaucoup de demandes, en bas de à 200 millions, je te fais un contrat clé en main qui va faire la job. Puis j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, c'est le montant exactement que l'outil a coûté en Floride pour ce qu'on appelle les tax collectors, là. Donc, toutes les matriculations, les permis de conduire, les affaires de même, j'ai fouillé ici. Ça a coûté 200 millions au système qu'ils ont. Je m'en sers parce que j'ai des choses immatriculées, puis j'ai mon permis de conduire, j'y vais régulièrement. Ça roule comme sur des roulettes, c'est très facile. Mais le nôtre a coûté 1,2 milliard. Donc, j'ai dit, t'es en train de me dire que ça a coûté 1 milliard de trop. Mais le salaire, ça va finir à 3%. Il dit, ben oui, ça a coûté 1 milliard de trop. Il dit, c'est sûr que ça coûte 1 milliard de trop. Donc, il y a de la fraude, Éric. Il y a de la fraude. En tout cas, il y a de l'incompétence et de la fraude. Ça prendrait à tout le moins un procès. Ben oui. Ça prend du monde accusé. Mais ton barbier, c'est quoi qu'il dit? Ton barbier, il perd confiance parce qu'il sait qu'il y a une parure de commission, mais qu'il n'y aura personne qui va faire un chèque. Il n'y a personne qui va se ramasser devant un juge. Donc, ça aboutira absolument à rien, cette affaire-là. Il est bien bon, galant, là. Les gens qui travaillent pour lui sont bien corrects, là. Mais ça ne donnera à rien. Donc, c'est une perte de confiance supplémentaire pour le payeur et le citoyen. Ça ajoute au cynisme. Exact. Puis, c'est pas la première fois, là. Rappelez-vous, la commission Charbonneau, ça donnait essentiellement la même chose. Il y a eu quelques élus locaux qui se sont ramassés derrière les barreaux, mais on a toujours... la population est restée quand même sur son appétit, là. Exact. Hey, je te pose une question sur les élections municipales. OK. Oui. Je comprends qu'on ne peut pas couvrir toutes les villes et le village du Québec, mais il y a quand même quelques villes qui sont symboliques. Moi, je pense qu'il y a quelques endroits où il peut y avoir des surprises. Bon, Laval, on aurait aimé ça qu'il y ait quelqu'un pour sortir le green très, très à gauche qu'il y a là. On aurait aimé ça on sait qu'à un moment donné, il y a de la notoriété à Longueuil, ça naît très, très à gauche. Montréal, on n'a pas eu peut-être la qualité de personnalité qui aurait pu, ou de crédibilité qui aurait pu se présenter à la mairie. Je trouve les deux leaders semblent assez moyens. M. Thibodeau fait une excellente campagne. Québec, c'est un cas particulier. Saguenay, comme on disait tantôt, Saguenay, avec la ministre des Affaires municipales qui semblait être peut-être couronnée à l'avance, est en train d'avoir une guerre assez serrée, merci, avec Luc Boivin, avec qui on va parler la semaine prochaine, de la fromagerie Boivin. Puis Québec, Québec est le spectacle un peu des élections municipales à travers le Québec, avec l'arrivée de Sam Hamad,
avec Marchand qui n'est pas très populaire, mais qui finalement semble l'idée assez solide d'après les sondages. Puis toute la guerre avec Stéphane Lachance et Hamad a pris beaucoup de place. Lachance est en train de prendre... Mais là, on est sur le dos de... Et tu as vécu ça, là? La minute que quelqu'un de conservateur et de droite arrive, puis commence à être populaire. Donc là, on fouille dans l'étiquette, on fouille un paquet d'affaires. Là. La presse est devant... Il y a juste Karine Gagnon qui couvre ça de façon objective. Oui, juste Karine Gagnon. Est-ce que... Parce qu'on sait que c'est une prolongation du provincial, puis que les villes ont été hijackées par beaucoup de maires QS à travers le Québec au cours des Gatineau, Sherbrooke, Laval, Longueuil, j'ai tout nommé, là, il y en a, Saint-Lin, beaucoup de maires très QS, très green, très à gauche. Et veut pas, c'est un peu interrelié, là, le provincial avec les villes. Est-ce que tu sens que tu as besoin d'appuyer, mettons, Stéphane Lachance à Québec, Luc Boivin à Saguenay, M. Thibodeau à Montréal? Parce que je sais que, contrairement aux États-Unis, c'est pas démocrate-républicain partout, mais ultimement, ça devient un peu, même si les équipes sont pas conservatrices officiellement, mais tu sais, pour moi, Stéphane Lachance, c'est Parti conservateur du Québec. M. Thibodeau à Montréal, c'est Parti conservateur du Québec. Luc Boivin à Saguenay, c'est Parti conservateur du Québec. Est-ce que tu sens le besoin d'appuyer ces gens-là? D'abord, j'appuie personne dans le sens où même Pierre Poilievre, moi, j'ai pas à dire aux gens pour qui voter. T'sais, moi, je dis pour qui moi je vote, OK? Mais je dis pas aux gens pour qui voter. Oui, je suis membre du Parti conservateur du Canada, mais j'ai jamais dit à mes membres, vous êtes obligés de voter pour le Parti conservateur du Canada, là. Puis c'est pas dans... Puis au municipal, encore moins, parce que, comme tu viens de le dire, il y a des équipes, puis dans chaque équipe, il y a du monde de toutes les couleurs. Hein? Dans toutes les parties, il y a du monde de toutes les couleurs qui se présentent sous différentes bannières parce qu'il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'affiliation partisane, contrairement aux États-Unis où c'est peut-être un peu plus clair. Cela étant dit, c'est sûr qu'à Québec, puis tu le sais, là, depuis le début, j'ai dit ça prend un candidat contre le tramway, puis ça en prend juste un contre Marchand, puis on va le battre, c'est sûr, les gens sont contre le tramway. C'est pas normal qu'un maire qui est vendu à une idée aussi dépensière, la pire dépense de l'histoire de la ville, qu'il soit capable de se faire élire avec une minorité. Il faut éviter ça à tout prix. Malheureusement, je n'ai pas été écouté de toute évidence. Là. Il semble y avoir une division du vote, puis ça m'inquiète beaucoup, parce que c'est pas l'individu qui gagne ou qui perd, puis qui est maire ou qui n'est pas maire, ou qui est conseiller municipal ou qui n'est pas conseiller municipal. Là. C'est qu'il y a un mauvais projet pour la ville de Québec qui va passer contre la population parce qu'on s'est divisé entre nous. Puis ça, je trouve ça très triste. Oui, sauf que je veux juste corriger, par contre. Je comprends qu'il y a un nombre de candidats, mais il y a un seul candidat qui n'a aucun système de tramway ou de semblant de tramway contre quelqu'un qui veut soit un demi-tramway coloré ou l'autre avec un tramway sur rail. Il y a une division dans le nombre. Tu sais, je veux dire, regarde, Montréal, je pense qu'il y a 10, mais Saguenay aussi, je pense, sont 5. Mais finalement, ça finit à 2 parce qu'il y a vraiment une différence entre l'un et l'autre. Donc, moi, je vois l'anti-tramway. Si les gens ne veulent pas de tramway à Québec, il n'y a même pas 2-3 choix. Là. Il y a un choix. Il me semble que c'est clair. Ben écoute, c'est clair pour toi, mais c'est pas clair pour tout le monde. Là. Notre ami Donald Gagnon qui se présente avec Sam Hamad, il est contre le tramway autant que toi. Là. Ouais, Donald, il est mêlé. Mais il est candidat, là. C'est un de ceux qui se présente puis qui a été candidat pour moi aussi. Là. Puis il y a des électeurs aussi. Là, on parle des candidats, mais les électeurs aussi, c'est la même chose. Puis au Saguenay, c'est encore plus intéressant parce que c'est encore plus associé à la politique provinciale, évidemment, étant donné que c'est une ministre du gouvernement Legault qui vient de démissionner pour se présenter à la mairie. Puis, tantôt, tu disais que les difficultés, c'est à cause de la CAQ qui est en train de peut-être perdre. Oui, mais je veux dire, le bilan des 7 dernières années dans la région était quand même ministre responsable. Tu sais, quand on parlait d'imputabilité tantôt, là, le fait que le Saguenay, le projet GNL, c'est pas fait. Moi, j'ai pas entendu un député ou une ministre de la région se lever pour dire que la population était d'accord puis qu'il le voulait. Quand les blocs énergétiques, le Saguenay a été snobé puis il n'y a rien eu, puis qu'il y en a eu 2 qui sont allés sur la Côte-Nord, j'ai pas entendu une ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se lever pour dire que les gens du Saguenay avaient été abandonnés puis oubliés alors qu'ils avaient voté le plus pour la CAQ puis que la CAQ est en train de les trahir.
Quand il est arrivé l'idée du corridor énergétique, j'ai pas entendu les caquistes se lever. Quand est arrivé l'histoire des investissements au niveau du transport pour le PQI, puis il y avait pour l'élargissement des autoroutes, puis j'ai pas vu un ministre de la région se lever ou un député caquiste de la région se lever pour des... Fait que je pense que le bilan de la CAQ, très sérieusement, Jeff, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est probablement une des pires régions. C'est une des premièrement, c'est la circonscription, le Chicoutimi, la circonscription qui a le plus voté en faveur de la CAQ aux dernières élections. C'est probablement une des, sinon celle qui a été le plus abandonnée par le gouvernement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Saguenay, des 10 grandes villes au Québec, est celle qui décline. Et puis c'est pas un hasard, là, les 7 dernières années de la CAQ dans cette région-là. Fait que je pense que c'est pas de la politique municipale. Puis je l'accuse pas, Mme Laforêt, là, très sympathique, elle parle bien, tout ça. Mais quand elle est arrivée et qu'ils ont dit « Vous ne trouvez pas que vous arrivez à la dernière minute », sa réponse, ça a été « J'ai 7 ans d'avance ». Bien, si tu as 7 ans d'avance, défends le 7 ans de la CAQ. Là. Ouais, elle s'est mise dans le coin, puis elle a décidé qu'elle voulait défendre son bilan de 7 ans. Mais donc, si t'étais à Saguenay, tu voterais Boivin, puis si t'étais à Québec, tu voterais pour Stéphane? Je voterais pas pour personne. C'est juste que... Ben non, mais à Québec, tu as des appartements. Oui, mais je dis pas pour qui voter. Je dis pas au monde à qui voter. Ils votent pour qui. Toi, tu vas voter pour qui? Dis pas aux gens pour qui tu vas voter. Là, dans mon quartier, ils vont voter, mais toi, dans mon quartier, j'ai pas le choix parce que imagine-toi donc que le candidat de Saint-Mamad, il s'est retiré. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si tu en as entendu parler, là, mais il s'est retiré pour toutes sortes de raisons. Là, puis il était passé je pense, à Infoman aussi, puis ça avait brassé. Là. C'est-tu M. Yuan? Non, c'est M. Moisan, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis je pense qu'il était trop tard. C'était passé là. Écoute, ça fait 2 fois qu'il y a des candidats dans mon coin qui font qu'ils se présentent pas, puis que démocratiquement, c'est plate, là, parce qu'au fédéral, il est arrivé la même affaire. Hein. La candidate conservatrice, son bulletin de mise en candidature a été refusé par l'Élection Canada. Fait que j'ai jamais pu voter au fédéral. Ouais. Et là... Oui, j'habite pas dans le bon quartier. Oui, mais sauf que t'es conservateur. Donc, t'es un conservateur. C'est le gars qui s'est fait retirer, Jerry. Il me semble que c'est Moisan ou quelque chose comme ça. Ah, c'est Daniel Moisan. Oui, c'est ça. Ouais, c'est Daniel, il a pas aimé ça. Oui, mais c'était mon candidat. Il était dans mon quartier, lui. Ben, Daniel, c'est un personnage. Là. C'est un artiste. Il n'est pas fait pour aller en politique, Dan. Dan, je connais bien. Il s'est présenté, il a déposé son bulletin de mise en candidature. Ouais, je sais. Puis la minute que la campagne est partie pour vrai, il dit « Ah, finalement, j'aime pas ça. Ces réseaux sociaux, ça brosse trop, j'aime pas ça. » Il était dans mon camp. Mais c'est ça, j'habite dans mon camp. Tu comprends mon point que, tu sais, moi, je l'ai soulevé depuis quelques semaines. Là. On est conservateur, tu sais. Je veux dire, Donald il s'est mêlé, là, en passant. Tu sais, un conservateur, ça va pas dans le lit d'un libéral. Surtout les libéraux depuis 2005, Depuis que Couillard a croisé Al Gore, les libéraux sont complètement fuckés dans leur orientation, dans leurs valeurs, OK? Donc, moi, les conservateurs, tu sais, à la gang qu'on est, il faut se tenir. Quand il y a un candidat conservateur quelque part qui se présente, ça ne veut pas dire que... Tu sais, moi, je suis critique de tes affaires, là. Je suis critique de Poilievre, je suis critique de Trump, puis je voterais pour Trump si j'étais américain, mais je veux dire... À la base, je m'ai toujours voté pour Éric Duhem. Là. Moi, je suis un conservateur. Je suis un gars de droite. Je suis un gars de... Donc, moi, je suis même pas à Québec, OK? Mais si j'étais à Québec, je voterais pour Stéphane Lachance. Si j'étais à Saguenay, Luc Boivin, c'est un conservateur. Je sais que c'est pas marqué Parti conservateur du Saguenay, mais je sais que c'est lui le conservateur de la gang. Mais de toute façon, son programme, quand il parle de baisser les taxes, quand il parle de toutes ses idées sont plus proches, dégraisser la machine, tout ça, c'est beaucoup plus proche de nos valeurs. Mais il faut commencer à voter comme on est. Il faut arrêter de toujours voter contre. Puis après ça, tu sais, Sam, j'ai rien contre, là. Mais Sam, c'est un libéral. Et Sam, ça me surprendrait pas qu'il fasse le fucking tramway, même s'il dit qu'il le fera pas puis qu'il va faire quelque chose de semblable. Mais en tout cas, officiellement, il est contre. Ouais, il est contre. Il est contre comme Marchand était contre il y a 4 ans. Là. Non, Marchand, il y avait 10. C'était combien? Il y avait 10 critères, je pense, qu'il voulait 10 ajouts. Les 10, ils ont pris le bord après 3 jours. Puis finalement, il était pour après. Mais l'histoire de tramway, tu as le Québec qui est décoté. Tu as le Canada qui est dans la marde. On va avoir un budget. Là, il n'y aura pas de tramway. Là. L'histoire du tramway, en réalité, là, concrètement, là, c'est bol. On en parle-tu pour rien, en réalité? Là? Oui, on en parle pour rien. Mais
On en parle peut-être pour rien, là, mais il continue. Là. Les travaux continuent au moment où on se parle. Il y a encore un bureau de projet qui travaille là-dessus. Jonathan Julien dit qu'il est trop tard, puis c'est commencé. Ben écoute, moi, là, j'allais mettre de l'essence là, au coin de Belvédère sur René Lévesque. Là. Ils ont fermé la station d'essence. Là. C'est un couche-tard. Bon, ben, là, ils ont à la tête des ponts, là, ils sont déjà en train de séparer tout ça pour au niveau en dessous. Je veux dire, ils ont commencé, ils exproprient du monde. Mais l'argent, ils le prennent où? Fait que j'aimerais ça que vous ayez raison qu'ils le feront pas. Non, mais je regarde ça, là, puis contrairement au troisième lien, vous avez raison, ils font rien. Ils font juste du blabla, OK? Ça coûte rien. Mais le tramway, là, c'est plus juste du blabla. Là. Ils ont sorti les pelles, puis ils ont commencé à exproprier du monde, puis ils font des chèques, puis ils tassent les affaires. Là. Fait que, puis c'est sûr qu'ils savent que c'est impopulaire. Fait qu'ils nous le rendent tranquillement dans la gorge. Mais moi, je suis pas convaincu comme vous autres que ça n'aura pas lieu. Là. Non, je suis d'accord. Moi, je me méfie d'eux autres comme la peste. Là. Sauf qu'il va y avoir un problème de financement. Je pense que le gars qui a dit qu'elle a envoyé un chèque n'enverra pas de chèque. Oui, mais c'est parce que ces gens-là, là, les problèmes de financement, ça les empêche pas de dormir. Eux autres, là, les déficits records, puis gaspiller de l'argent, là, pour eux autres, là, ils voient pas ça comme nous, là, comme quelque chose d'épouvantable. Là. Fait que moi, je pense qu'ils sont... Même s'ils disent « Ah, ben gars, si c'est pas grave s'ils reculent, mais on perdra de l'argent. » Ils sont tellement endoctrinés qu'ils sont prêts à mettre à risque l'argent des contribuables pour faire avancer leur idéologie. OK, plus à venir sur la version live de Radio Pirate, entre autres, Boîte avec Jerry. Pirate. Radiopirate.com. Next, fresh. New. The revolution. Radiopirate.com. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables, disponible également sur X. Et puis là, maintenant, je dirais quasiment éditorialiste dans le Toronto Sun. Quand même. Très bon texte, mon ami Nick. Raconte un peu comment... Est-ce que c'est quoi tu proposes un texte ou il te demande quelque chose? Comment ça marche avec les médias nationaux? Oui, ben ça marche un peu de la même manière qu'avec toutes les médias en général, c'est-à-dire qu'ils ont toujours une personne qui est en charge là, de la section commentaires où est-ce que les gens peuvent faire parvenir leur texte d'opinion essentiellement. Puis Toronto Sun, j'ai quand même été chanceux à quelques reprises pour me faire publier. J'avais envoyé un texte il y a quand même peut-être 2 ans par rapport à la situation qui concerne Revenu Canada, qui, ironiquement, a clairement pas évolué parce que le texte, il sera encore d'actualité aujourd'hui, finalement. Mais sinon, c'est parce que j'étais en charge aussi de la campagne au sein de la Fédération canadienne des contribuables sur la fameuse interdiction des voitures à essence au diesel pour 2035. Parce qu'il y a l'interdiction québécoise, mais il y a l'interdiction fédérale, puis je couvre les deux. Et généralement, pour me faire, lire sur ce sujet-là, ben il fallait comme le média qui est le plus lu dans le reste du Canada, puis le Toronto Sun puis le National Post pour des textes d'opinion, c'est pas mal les deux qui trendent le plus là-dessus. Fait que j'ai réussi à me faire publier par le Toronto Sun, puis jusqu'à maintenant, je pense que j'ai été chanceux parce que ça a l'air que j'ai même été retweeté par Pierre Poilievre. Donc t'as été retweeté par Pierre Poilievre. Ça passe pas inaperçu. Mais non, t'as été retweeté. Il en a profité pour passer faire un tweet assez long et il a mis ton article. C'est extraordinaire. Oui, mais parle-nous un peu du fond, là, parce que moi, j'ai un pick-up, il y en a qui vont dire que c'est le pick-up à ma blonde, là, mais j'ai un pick-up diesel, là. C'est extraordinaire, le diesel, là. C'est quoi, patente, là? Ouais, ben en fait, l'interdiction, tu sais, qu'on connaît au Québec, là, tu sais, il y a eu le recul de Drainville, finalement, c'est plus 100% des voitures électriques pour 2035, c'est 90%, là. Ça, il y a ce niaisage-là qui, au final, on joue avec les chiffres, puis pour essayer de cacher le fait que l'objectif est inatteignable comme tel. Mais au fédéral, on a la même chose parce que l'affaire, c'est qu'on a des politiques provinciales, puis si t'as pas une politique provinciale, ben la politique fédérale s'applique à ta province. Et dans le fond, le gouvernement de Trudeau, initialement, puis là, c'est poussé par Mark Carney, ils ont la même interdiction que ce qu'on met en place avec des systèmes de quotas qui font en sorte que d'ici 2035, progressivement, tu ne pourras plus acheter de voitures à essence, ni au diesel, ni même les hybrides non rechargeables, là, parce qu'ils vont permettre des hybrides rechargeables, mais si c'est une hybride standard, ce sera plus le cas. Puis donc, tous ces véhicules-là, tranquillement vont être sont plus accessibles tout simplement. Donc c'est quand même assez particulier parce que le Québec fait comme cavalier seul, puis la Colombie-Britannique fait aussi cavalier seul. C'est les deux provinces qui ont leur propre politique. Puis t'as le fédéral qui pousse de son bord. Là, ils ont décidé de faire une suspension. Ça rentrera pas en vigueur l'année prochaine parce que toute l'industrie de l'automobile canadienne fait pression sur Mark Carney pour qu'il abandonne cette politique-là. Nous, de notre côté, on fait pression d'un point de vue de contribuable parce qu'on parle du coût
tant au niveau des infrastructures, le coût énergétique, le coût fiscal, tout ça a un impact qui est non négligeable. On parle quand même de centaines de milliards de dollars en coût pour cette transition-là sur les prochaines années. Fait que on maintient cette pression-là de notre côté, les manufacturiers aussi, puis c'est ce qui a fait en sorte que Carney suspendu sa politique pour du moins l'entrée en vigueur pour l'année prochaine. Mais la politique comme telle est toujours en place. Là, il y a une consultation publique qui est en cours. Si les gens veulent embarquer, c'est facile. Signez notre pétition sur notre site web contribuable avec un s.ca ou sur taxpayer.com si vous préférez, parce qu'on envoie à toutes les gens qui ont signé la pétition le courriel pour participer à la consultation publique puis se faire entendre. Puis elle va prendre fin d'ici le 4 novembre, donc la même journée que le budget fédéral va être présenté. Et on espère qu'à la fin de la consultation, le constat va être très clair de la part du gouvernement. Ils n'auront pas le choix de juste abandonner la politique au grand complet, pas juste la suspendre. Puis par extension, si le gouvernement fédéral sort de cette stratégie-là, ça va peut-être même la même chose qu'avec la taxe carbone. C'est-à-dire que le Québec, encore une fois, va être isolé sur la place, en fait, à travers toute la Confédération canadienne, puis le Québec aura donc pas le choix, encore une fois, de reculer. Avec raison, parce qu'on n'a aucune raison de continuer à aller de l'avant avec cette politique-là qui est quand même autodestructrice tant qu'à moi. Et quand on demande à la plupart des gens, à travers les sondages, c'est la même opinion qui est partagée. Fait que oui, c'est malheureusement la politique est encore en place, mais il y a de la pression qui s'exerce de toutes les directions, puis on espère avoir gain de cause. Là. Si tout va bien, j'espère que ça va se compléter ou que ça va se concrétiser d'ici l'année prochaine. Là. Qu'est-ce qui fait que... Puis, regarde, je tiens à le redire parce que j'ai toujours été de même. Là. Moi, j'ai rien contre les voitures électriques. On en a deux dans le cours chez nous. J'en ai une maintenant. Donc, on a un pick-up on a un char à essence, on a un pick-up diesel, on a deux chars électriques. Donc, on n'est pas pire. Moi, je pense que l'avenir, mon feeling à moi, OK? Après avoir parlé avec beaucoup de monde de l'industrie que je connais, mon feeling, c'est un tiers électrique, un tiers plug-in, c'est-à-dire que hybride plug-in, parce que les batteries vont rapetisser, puis ça va te donner du 60 000, donc 100 km à peu près. Donc, tu vas avoir le temps de tout faire tes affaires proches de chez vous sans prendre de gaz. Le local va se faire facilement, sa batterie. Et il y a un tiers de gens, tu sais, moi, je veux pas me casser. Moi, j'ai un char électrique pour aller jouer au golf. J'ai un char électrique pour aller faire des commissions. Mais je ne veux pas commencer à gérer une histoire de char électrique. Même si on me dit les choses vont être plus vite dans 15 ans, les chargeurs vont être plus vite, les batteries vont être plus... Non, je ne veux pas me casser la tête avec ça. Pour des raisons... comment je suis, moi, j'ai un côté que j'ai peur de manquer de courant, mais j'ai peur de manquer de pétrole. Donc, comme ça, je suis couvert. S'il arrive de quoi l'électricité, j'ai mon char à gaz. S'il y a une affaire où il y a une crise mondiale du pétrole puis le litre de gaz augmente à 6 piastres, bien, on the side, j'ai mon char électrique. Tu comprends? Moi, je suis fait de même. Là. J'ai un côté... moi, ce qu'on dit ça, là, l'autre fois, on disait qu'on avait un côté où on s'accumule du stock, là, puis on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Là. Donc, j'ai ce côté-là. Donc, moi, je ne suis pas contre ça, là, la diversité de différents modèles puis de moyens de se déplacer. Je ne suis pas contre ça, zéro. Sauf que j'essaie de comprendre c'est quoi que... Tu sais, ultimement, ce qu'on défend, c'est le droit aux gens d'acheter ce qu'ils veulent et aux vendeurs d'auto de vendre ce qu'ils veulent. Je comprends qu'avec un peu de pression des gouvernements, c'est là où ils ont développé très rapidement la technologie des voitures. Ce bout-là, je le comprends. Mais c'est quoi que je pogne pas dans cette histoire-là? Tu sais, j'ai entendu la sortie là, dans le couloir avec son tableau de Bernard Drainville qui a baissé à 90, puis là, ils ont embarqué les plugins là-dedans. Là, puis là, tu me parles du fédéral. Tu sais, moi, je suis politicien. Je demande au monde, je regarde les sondages. Puis une fois que je vois les sondages, je me dis, OK, je recule là-dessus, attends ça, là, ça ne changera rien, là, ça changera rien. Les chars électriques vont se vendre pareil. Il y en a qui aiment conduire ces chars-là, il y en a qui aiment que c'est pas trop complexe. Tu sais, ma fille, elle me dit, hey, elle dit, moi, je sais même plus le prix du gaz. OK? Donc, il y a des affaires de même, là. Mais pourquoi les politiciens, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quel lobby fait une job extraordinaire? C'est ça que je veux savoir. C'est qui les force à sticker sur une affaire qui n'a pas de bon sens? C'est pas une question parce qu'on dirait que le gouvernement fédéral s'est comme orienté sur à peu près tout ce que les autres
pays dans le monde, du moins beaucoup de pays occidentaux font, mais parce que je veux dire, t'as des politiques similaires quand tu vas par exemple au Royaume-Uni, quand tu vas en France, quand tu vas en Allemagne, ils ont mis en place des politiques style zéro émission véhicule, des EV mandates essentiellement. Bien sûr, dans tous ces pays-là aussi, c'est en train de s'effondrer tranquillement. Puis ben ça s'effondre, puis en même temps, il y a le fait que leur industrie automobile locale mange un coup présentement parce qu'ils sont inondés par les véhicules chinois. Donc ça fait des voitures électriques chinoises. Fait que ça fait en sorte que essentiellement, il y a des pertes de marché donc pour les fabricants européens, surtout pour Volkswagen. Je pense que honnêtement, j'espère me tromper, mais Volkswagen, c'est le genre d'entreprise que je peux imaginer voir disparaître d'ici les 25 prochaines années à cause de la tendance actuelle. Mais au Canada, quand on regarde la situation, on s'est vraiment orienté avec des œillères sur les politiques du gouvernement de l'administration de Biden. On dirait que quand Trump s'est fait battre en 2020, le monde se disait OK, il reviendra plus. Les républicains vont plus jamais revenir. C'est le temps du renouveau. Puis on va s'aligner sur les politiques comme celles qu'avait poussé à l'époque de Joe Biden, la fameuse Inflation Reduction Act. Ou est-ce que c'est bizarre parce que dans le titre, ça dit carrément qu'on va réduire l'inflation, mais au final, le bill en tant que tel, c'est juste. Oui, le bill, ça consiste à créer de l'inflation en garochant des centaines de milliards en subventions, notamment aux compagnies de voitures électriques. Puis tu sais, faut se rappeler, les gouvernements, tant fédéral, au fédéral qu'au provincial, au Québec, quand on a eu les annonces pour Northvolt ou Stellantis, Honda, pis tout le kit, même les entreprises qui veulent s'en aller présentement, l'annonce qui avait été faite, c'est souvent avec des conditions par rapport aux subventions à la production des nouvelles batteries. Et c'était toujours sur la condition que tant aussi longtemps que le gouvernement ou plutôt l'administration américaine maintient son Inflation Reduction Act, nous, on va continuer à subventionner. Puis le jour où est-ce qu'eux autres y arrêtent, on arrête aussi. Mais eux, je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que du jour au lendemain, il y ait eu l'élection de Donald Trump, puis que lui, il tire carrément la plug au grand complet sur tout ce scheme-là. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est comme cavalier seul en Amérique du Nord, puis on espère essayer de sauver les meubles avec des entreprises qui ont reçu des milliards en subventions, mais qui menacent de s'en aller à cause des pressions dues à la guerre commerciale. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on arrive là? Ben, d'un, c'est cet alignement politique entre le gouvernement canadien, le gouvernement américain et européen. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de pression là, qu'on peut appeler les Greens qui arrêtent pas de mettre l'accent sur le fait qu'effectivement c'est apparemment cette invention-là, c'est les voitures électriques qui vont être salvatrices pour l'ensemble des émissions du Canada, pour l'ensemble de notre empreinte de carbone au niveau mondial. Donc il faut absolument aller de l'avant. Donc il y a vraiment aussi le discours environnementaliste qui est poussé par le lobby des voitures électriques, parce qu'on en parle peut-être pas assez là, mais tu sais je me souviens pas de son prénom, mais Breton là, celui qui représente le lobby des voitures électriques au Daniel Québec. Breton. Daniel Breton. Ben il fait pas cavalier seul, là. Il y a quand même toute une gang qui sont à peu près similaires, qui jouent des rôles similaires, qui font partie des mêmes lobbies dans les autres provinces et qui sont actifs depuis plus d'une dizaine d'années pour justement forcer les gouvernements à s'aligner sur des politiques qui au final sont qui fonctionnent tout simplement pas. Et finalement, faut le dire, les gouvernements, puis ça, je donne un peu raison à Jonathan Hamel là-dessus, qui a partagé cette opinion-là à plusieurs reprises. C'est que quand on regarde comment ça s'est fait, c'est que le gouvernement essaie de créer à la fois l'offre et la demande. Il a littéralement essayé de créer un marché des voitures électriques en subventionnant massivement des entreprises, puis après ça, en subventionnant les acheteurs, puis après ça, en se disant, on va imposer des quotas par-dessus le marché pour forcer les fabricants à s'aligner sur les objectifs que nous, on impose. Mais au final, tout ça tombe à terre. On voit même les manufacturiers, je veux dire, c'est pas juste les Stellantis de ce monde qui menacent de s'en aller. Il y a aussi plusieurs concessionnaires qui disent carrément, nous, si ça va de l'avant, on va devoir fermer des concessionnaires à travers le Canada au grand complet. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on va avoir de moins en moins d'options, nous, les gens qui veulent acheter des voitures, que ce pour peu importe le besoin qu'on a, que ce soit pour des raisons familiales ou professionnelles, on va avoir de moins en moins d'options chez les concessionnaires. Ça va coûter donc de plus en plus cher à cause des stocks limités. Et qui paye pour ça? C'est les consommateurs qui ont moins d'options. Puis là, si en plus, on maintient des quotas pour dire, là, vous allez devoir acheter une voiture électrique. En 2035, t'as des gens qui pourront juste plus s'acheter de voiture, point. C'est malheureusement le scénario qu'on peut envisager. Puis rajoute à ça le coût de la stratégie comme telle. Comme je disais, il y a des rapports qui ont été publiés par le ministère des Ressources naturelles du Canada qui dit que ça va coûter plus de 300 milliards faire le switch vers cette politique EV mandate. Donc, d'un, ça va coûter cher. De deux, ça va rien changer par rapport à la planète. De trois, ça va limiter, voire affecter vraiment les choix que les gens ont chez les concessionnaires. Je suis comme vous autres. Moi aussi,
sais, en réalité, je suis pas du tout contre les voitures électriques ni les voitures hybrides. Si c'était que de moi, j'en aurais déjà une. Puis personnellement, quand ça va être adapté pour nos besoins, j'en aurai une. Ça, c'est pas un problème. Le problème que j'ai, c'est que c'est imposé par le gouvernement et que ça fait fi de la réalité du marché puis de la réalité du portefeuille des contribuables. Mais la finalité, c'est ça. La finalité, c'est d'avoir une quantité de population, une quantité de monde, je ne sais pas c'est quoi, c'est-tu 20 c'est-tu 30 qui n'auront pas les moyens d'avoir un véhicule. Donc, les autres, ils vont être condamnés au transport collectif. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent l'électricité d'un bus, c'est ça qu'ils veulent. Oui, je pense qu'il y a ça. Je pense que ce point-là est bon. Très bon. Effectivement, ils veulent qu'une certaine... la population la plus pauvre, donc le 25, 30, 35 des plus faibles revenus dans la société soit dans du transport collectif. C'est ça le but. Ben, moi, je me rappellerai toujours de la fameuse citation de Pierre Fitzgibbon. Je sais bien qu'il est plus dans le décor, mais il avait bien dit, la stratégie, c'est pas juste d'avoir 2 millions de voitures électriques sur les routes du Québec en 2030, ce qui arrivera pas en passant avec le rythme actuel des choses. Mais en plus, il disait, il faut qu'il y ait moins de voitures, point. C'est carrément ça qu'il disait, là. Il faut qu'il y ait quasiment 2 fois moins de voitures sur les routes. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ben, c'est ni des voitures à essence ni des voitures électriques. C'est carrément, du transport en commun, ou c'est plutôt, on va miser davantage sur des modes de vie urbains où est-ce que les gens n'ont pas besoin de se déplacer en dehors de leur ville 15 minutes ou peu importe comment est-ce que ça pourrait être considéré. Je ne vais pas tomber non plus dans la conspiration, mais la réalité, c'est que oui, il y a vraiment des stratégies qui sont mises en place pour limiter le nombre de voitures sur les routes. Et finalement, c'est nous qui vont en assumer le coup, là. Et les histoires de terre rare là-dedans, je veux dire, il y a une question de sécurité nationale aussi. Tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé, parce que je pense que dans les terres rares, la Chine est tellement en avance que le deuxième n'a même moins que la moitié qu'eux. Je pense que c'est le Brésil qui est deuxième. En tout cas, et les autres, là, c'est anémique. Il y en a en Russie un peu, il y en a un peu aux États-Unis, on en a un petit peu au Canada. Mais tant qu'on n'a pas trouvé, on est vraiment, vraiment, vraiment pris dans les câbles des Chinois. Puis c'est ce qu'on veut pas. Là. On ne sait pas ce qui va arriver avec la Chine. La Chine sera toujours un régime où on n'est pas trop à l'aise. Puis je sais qu'on s'en a déjà parlé, mais de voir que les Canadiens, surtout les Québécois, peut-être pas les Canadiens à cause de l'Ontario, mais les Québécois, les péquistes, sont très... Il y a des chroniques dans les journaux de Québécois où ça dit c'est maintenant le temps d'enlever les quotas, pas les quotas, les tarifs sur les voitures chinoises. Donc, eux rêvent de voitures chinoises à 25 000 $, pas de tarifs. Même si tu leur dis ouais, mais ça va tuer l'industrie de l'automobile au Canada, c'est pas grave. Les Québécois ont un grand cœur. Puis après ça, tu dis, ils n'ont pas passé les crash tests. On n'est pas certain que c'est bon pour notre climat. Puis en plus, si demain matin, il arrive un conflit, le firmware va leur donner le pouvoir que, mettons, s'il y a 100 000 voitures chinoises devant eux, 500 000 voitures chinoises, guerre commerciale ou guerre plus grande que ça avec la Chine, et le firmware de là-bas est arrêté, tu portes ton char, il va nulle part. Là. Donc, vous êtes comment, vous autres, là-dedans, la Fédération canadienne des contribuables, parce qu'on est tous contre les tarifs. On est vraiment anti-tarif. Moi, je suis pour un commerce le plus libre possible. Mais là, au niveau de la Chine, j'ai un problème au niveau sécurité. Donc, c'est quoi votre point de vue là-dessus sur les voitures moins chères de la Chine? Écoute, c'est une bonne question. Je dirais qu'on partage à peu près la même opinion que vous tous là, sur la question des tarifs, c'est-à-dire qu'on est contre ça en premier lieu. Il faut dire aussi que les tarifs sur les voitures électriques chinoises, à moins que je me trompe, euh, je sais pas si c'est nous qui les avons fait en premier. Il faudrait peut-être me rappeler si c'est nous qui les avons fait en premier, puis après ça, eux autres ont fait des tarifs sur le canola, ou si c'est l'inverse, puis dans le fond, ils ont mis des tarifs en premier, puis on a répondu avec des tarifs sur les voitures électriques. Dans les deux cas, je pense que, je veux dire, les tarifs n'ont pas leur place. Ça, je veux dire, je reste un défenseur du libre marché, mais le gros problème, en fait, qui vient avec ça, c'est que les mêmes qui demandent la fin de la pression du gouvernement pour l'achat des voitures électriques sont les mêmes qui demandent à ce qu'on maintienne les tarifs. Ça, c'est pas mal l'industrie automobile déjà qui maintient cette pression-là. Et pourquoi? Ben, j'ai un chiffre magique pour vous. C'est 52 milliards de dollars. Il y a 52 milliards de dollars des gouvernements provinciaux et fédéraux qui ont été garrochés dans l'industrie automobile au cours des dernières années au Canada, justement pour alimenter l'industrie des voitures électriques. Et l'affaire, c'est que tout le monde est comme je l'avais dit tantôt, l'industrie européenne est durement affectée par l'abondance et par l'arrivée donc des voitures électriques chinoises qui forcent les prix à la baisse
sur le marché, puis ça affecte les comment dire le rendement, puis les ventes des différents concessionnaires européens, Peugeot, Citroën, Volkswagen, etc. Donc, c'est comme si on a mis des tarifs de manière préventive pour éviter de revivre la même situation que l'industrie européenne et aussi pour protéger les investissements des gouvernements pour éviter à ce que tout ça soit perdu. Parce que si jamais on se ramasse dans la même situation que l'Europe, ben les 52 milliards qui ont été investis, ben attendons-nous à voir plus que les Stellantis là, quitter le Canada. On risque d'avoir quand même plusieurs là, qui vont faire la même chose sous le couvert que ben c'est plus rentable produire des voitures électriques. On s'est fait mettre au pied du mur, on s'est fait forcer à produire des voitures que finalement on peut plus vendre parce que personne les achète, parce que le monde préfère les voitures électriques. Donc il y a comme eu c'est comme une tactique préventive pour éviter de se retrouver à la même place que l'Europe, mais en même temps, c'est pour protéger le corporate welfare du gouvernement lui-même. C'est-à-dire qu'ils ont tellement mis de cash là-dedans qu'ils ont comme pas le choix de défendre leurs investissements, puis la seule manière de le faire, c'est en punissant les consommateurs, en disant, ben écoutez, vous achèterez pas de voitures électriques chinoises ou on vous allez être forcé d'acheter des voitures d'ici. Mais en même temps, tu sais, autant que je veux des voitures plus abordables, faut aussi dire une chose pour la Chine. Oui, il y a l'aspect de la sécurité, mais il y a aussi une raison pour laquelle ils sont capables de produire des voitures électriques à un meilleur coût. C'est pas juste à cause de la main-d'œuvre, c'est parce qu'il est déjà beaucoup plus cheap qu'ici, on s'entend. Mais en plus de ça, le gouvernement chinois subventionne à l'os l'industrie automobile électrique, juste assez pour s'assurer à ce que l'industrie chinoise puisse vendre ses voitures à un prix en bas du marché. Littéralement pour undercut le reste de l'industrie automobile dans le reste du monde. Donc, tu sais, l'affaire, c'est que autant que je Donc, c'est pas le vrai prix. Tarifs, c'est pas le vrai prix. Donc, ce qu'on se fait dire sur les avions de bombardier à un moment donné, ce qu'on se fait dire sur le bois, parce qu'on coupe du bois sur des terres publiques, etc., bien, ça s'applique aussi sur les chars chinois, où il y a probablement une subvention sur chacun des chars qui sont sortis. Là. absolument, là, je veux dire, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, si c'est même du dumping, là, mais à la fin de la journée, autant que les tarifs, je trouve que c'est stupide, autant que le gouvernement chinois, il joue pas fair, mais pas pantoute, là, à aucun niveau, là. Faut quand même se dire ça aussi. Donc, tu sais, d'un point de vue de gouvernance, je peux comprendre pourquoi est-ce que notre gouvernement a mis en place des tarifs, mais à la fin de la journée, tout ça est basé sur le fait que on s'est tellement peinturé dans le mur avec cette stratégie des voitures électriques, puis là, on se ramasse à utiliser tous les moyens possibles pour à la fois protéger des investissements qu'on n'aurait pas dû faire, pour maintenir le cap sur des politiques qu'on n'aurait jamais dû mettre en place, puis pour se protéger de la Chine, alors il aurait pu avoir une meilleure stratégie pour éviter de justement pénaliser les consommateurs. Mm-hmm. J'ai la réponse à la question. C'est que au début, c'est le Canada qui a mis une taxe de 100% sur les véhicules chinois. Et par la suite, les Chinois ont ouvert une enquête sur un genre de dumping de canola. Donc, c'est leur bord qui ont mis comment dit, des droits de douane sur le canola. Donc, c'est le Canada qui a bougé en premier. Bon. Et bien, le Canada a bougé à cause des États-Unis. On a suivi pas mal la même stratégie qu'eux. Là. Exact. OK, si vous voulez avoir une heure de discussion avec l'excellent Nick Gagnon, The Real Nick, The Real Gagnon, ouais, c'est ça, sur X. Mais si ça vous tente plus de Nick, allez sur la version Prime de Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Oh. La boîte du vendredi, elle est spectaculaire. 1h10 de boîte. Et on vous donne la fin de cette boîte-là pour les gens sur Radio Pirate Live. Bon week-end! Mon sujet numéro 2 pour l'histoire d'argent, Jerry. Mm-hmm. Je veux que tu y ailles avec... Parce que là, on a réglé l'histoire de billets de baseball. Oui. Tesla. Ah oui, Tesla. Bon, Tesla, il y a eu des résultats cette semaine. Donc, ils ont dépassé les attentes quand même. Tesla vend des chars. Le troisième trimestre assez impressionnant de Tesla. Mais c'est normal, c'est la fin de la subvention. Voilà, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, les analystes, bon, ils ont été surpris un peu des ventes. Je peux-tu te dire une affaire sur Tesla vite de même? J'ai été, moi, chez Tesla à Québec. Mm-hmm. J'ai essayé la X, et j'ai essayé la 3 et j'ai essayé la Y. Finalement, j'ai pris un Ford parce que j'avais des promotions puis tout, puis je me ramassais pas qu'une balloune. Donc, je voulais pas avoir de balloune. J'étais très impressionné par la Tesla. Au niveau technologique, la Ford, la Mach-E est vraiment impressionnante aussi, sérieux. Mais au niveau technologique, Tesla est vraiment...
C'est vraiment une compagnie à part. C'est pas une compagnie de char, OK? C'est une bebelle technologique, une Tesla. Mais je veux juste dire que quand vous rentrez dans un concessionnaire Tesla, d'abord, c'est corpo, donc c'est pas un franchisé. Puis les vendeurs qui sont là ne sont pas à commission. Ils sont payés à l'heure. Ils sont payés à l'heure, c'est ça. Ah, ouais. Donc, ils sont là au comptoir. Et sérieusement, moi, j'ai été répondu par un gars qui s'appelle Darby. Écoute, super. Je l'ai rappelé après. J'ai dit, écoute, c'est pas parce que tu n'as pas été bon. Voici pourquoi je l'ai fait. Bravo, j'ai été impressionné. Mais surtout, j'ai été impressionné de ton service. Ouais, c'est Puis comment tu étais bon. Donc, je l'ai appelé pour lui dire. T'as bien fait. C'est impressionnant. J'ai dit, Darby, je ne sais pas si un jour je vais avoir une Tesla. Si j'en ai une, je vais aller te voir. Ça se peut que tu ne sois plus là, que tu fasses d'autres choses. Mais sérieusement, mon ami, keep going. Un bon jeune, un kid, 23, 24 ans, connaît son affaire, fait pas d'overpitch, dit la vérité sur telle chose, fin, disponible, t'as texte à tout bout de champ. Ouais, y a-tu quelque chose? T'as-tu essayé? T'as-tu de quoi que t'as besoin que je t'explique? N'importe quoi. Non, et ça coche, là. Ça coche. Je sais pas pour les autres. Peut-être que j'ai pogné le meilleur de la gang. Mais j'ai été vraiment impressionné. La différence au niveau... Tu sais, puis je comprends que quelqu'un qui a une commission, il peut-être... Tu sais, il veut vendre, là. Tu sais, je comprends ce phénomène-là. Mais l'histoire, je ne sais pas combien il est payé de l'heure, mais ça... Je sais pas, ça donne quelque chose de différent. Tu sens aucune pression... Puis c'est différent comme relation client-vendeur. Très, 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 très différent. Donc, je laisse saluer les gens de Tesla que j'ai rencontrés. Vraiment être impressionné. Donc, Tesla, je t'en parle pour une chose. Oui, les résultats, telle affaire. Mais c'est la réunion du 6 novembre. La réunion du 6 novembre prochain. Parce que tu as l'histoire du package pour Elon Musk. Elon Musk, il veut avoir un package. Son package, il veut l'avoir dans 10 ans. Donc, il y a un vote qui va se faire, comme je vous ai dit, le 6 novembre. Donc, Elon Musk, il veut un package, il va avoir énormément de cash. Combien de cash vous pensez qu'il va avoir? 1 trillion. 1 trillion? Il va avoir... 1 trillion, c'est quoi? C'est 1000 milliards. C'est 1000 milliards. C'est ça. D'ailleurs, les États-Unis d'Amérique sont rendus dans leur dette depuis hier à 38 billions, 38 trillions. C'est ça. Ça va bien? Non, oui, ils l'ont pogné hier ou avant-hier. Yes, ils l'ont payé, ouais, c'est ça. Donc, Tesla vaut présentement 1500 milliards. Présentement, au moment où on se parle. On l'arrondit. Là. Mais Elon Musk dit aux actionnaires, moi, je veux avoir le plan. Mon but, c'est de faire grimper Tesla, parce que lui, il a les connaissances, il a le travail. Il dit, moi, je vais mettre 10 ans à temps plein dans Tesla. Là. Lui, il dit, si je fais monter la valeur de Tesla en bourse à 8500 milliards, je répète, c'est 1500 milliards présentement. Lui, il dit, je vais faire grimper Tesla à 8500 milliards. Je vais déployer les robots taxis à grandeur de la planète. Je vais déployer les robots humains, les humanoïdes à grandeur de la planète. Wow. Il dit, dans 10 ans, quand je vais réussir ça, vous allez me donner mon package. Wow! Attends un peu, là. Là, il faut que les actionnaires votent oui ou non pour... J'ai vu beaucoup de gens qui connaissent le milieu et qui ont dit, moi, si j'étais les actionnaires ou si j'étais le CA, c'est sûr qu'à un moment donné, pour un affaire de même, il faut que tu le présentes aux actionnaires après, là. Mais le CA doit l'approuver au départ, on comprend? Oui. Donc, les gens disent, moi, je le prendrais anytime. il y en a qui bêtent pour lui parce qu'ils savent qu'il est capable de livrer ça. Là. Il est capable de livrer ça. Mais donc, de faire grossir la compagnie, si je fais le calcul gros, en gros, grossir la compagnie de 5 fois et demi la valeur qui est là présentement, d'un déploiement de robots taxis à grandeur de la boule, des humanoïdes de bout qui travaillent un peu partout. Là, on parle de 10 ans. Là. Donc, il dit, quand je vais réussir ça, vous allez me donner mon cash. Tabarouette! Donc, les actionnaires... Faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse. Il se met des targets à atteindre. Là. Oui, s'il ne réussit pas, il n'y a pas d'argent. Non, c'est ça. Donc,
Puis, donc, cette valeur-là de fou qu'il y aurait dans 10 ans, bien, c'est drôle parce que les actionnaires, il faut qu'ils disent oui ou non. Imagine-toi, c'est capoté pareil. C'est une histoire, c'est rare qu'on voit une histoire de même. Oui, tu es en train de vendre le futur. C'est rare. Les marchés sont nerveux. Les marchés boursiers sont nerveux, mon ami Jerry. Oui. C'est dans tes sujets. Oui, les marchés sont nerveux, juste de même. Juste montrer comment... Regarde, 30 secondes. Les marchés sont nerveux. OpenAI dit un matin, « Hey, on va lancer un browser. » Tu sais, OpenAI, la compagnie privée, on lance un browser, on va compétir. Ça va être le browser. Chrome. Ça va être le browser que tout le monde va se servir. Hein, t'as peu, wow, capote pas. Non, oui. Wow. Là, qu'est-ce que ça a fait? Le stock d'alphabet Google a planté. Boum. Puis là, on dit, Christophe, le master s'en vient. OpenAI va nous compétitionner notre browser. Va compétitionner Google. Et après ça, on l'apprend quelques heures plus tard que le browser que OpenAI veut lancer, c'est Chrome. C'est Chrome avec ChatGPT intégré. OK, donc c'est Chrome. C'est Chrome. Oui. Donc, mais quand OpenAI a dit on va le lancer, ils n'ont pas dit que c'était Chrome. Ouais. Mais c'est Chrome. Donc là, ceux qui ont embarqué dans l'action de Google ont gagné combien en l'espace de quelques heures? Et là, l'histoire, c'est que moi, je dis que la manière d'écrire, puis ça là, ça se peut qu'il y ait une enquête là-dessus. La manière d'écrire une nouvelle fait que le monde a dit, « Hey, t'as peu, là, wow, qu'est-ce qui se passe? » Le stock a baissé, puis 1h30 après, le stock a remonté. Donc, tu peux manipuler le marché avec une nouvelle. Parce que je connais pas l'histoire, mais Chromium, là, c'est pas ça le genre de browser que à peu près n'importe qui peut utiliser pour bâtir leur propre browser. Tu sais, entre autres, Firefox, c'est ça, maintenant? Oui, Firefox, oui. C'est pas bâti alentour de Chromium, qui est comme la base open source, qui est derrière Chrome et derrière beaucoup de browsers qui sont utilisés par d'autres. Je pense que oui. Moi, je pense que oui aussi. Je pense que c'est ça la patente. En tout cas, il y a des gens qui connaissent ça. Là. Moi, je ne connais pas tellement ça. Là, mais je pense que Chromium, c'est la base de plusieurs browsers qu'on pense qui sont différents de Chrome, mais finalement, c'est Chrome. J'ai une dernière petite affaire. Oui. Mais je vais la choisir. Apple? Non. Les banques. Les banques louches? Les banques louches. Dernière petite affaire. Les banques... Il y a plusieurs banques britanniques, présentement. Tu sais, quand tu vas sur tu rouvres ton application de banque, puis tu vas voir ton compte de banque, tu vas voir tes affaires de banque. Et là, moi, je regarde ma carte de crédit, je regarde mes affaires de débit, je regarde mon compte, mes affaires. Et là, je vois... C'est même bizarre. Ça a changé. L'interface a changé. Et là, je vois transport. Transport. J'ai mis du gaz, telle affaire. Je vois à côté 1390 kg de CO2. Après ça, à côté, mettons, je vois les restaurations. Je suis allé au restaurant. Je vois mes dépenses qui sont classées. Je vois à côté de restaurant, il est marqué j'ai eu 12 transactions. Je suis allé 12 fois au restaurant. Telle affaire. Je vois 41 kg de CO2. Peux-tu aller chier, là? Après ça, je m'en vais, Jeff, groceries. Je suis allé au supermarché. J'ai fait 16 transactions au supermarché. À côté de mes transactions, il est marqué vous avez dépensé 177 kg de CO2. Ce que je veux dire, c'est que les banques britanniques, plusieurs banques l'ont fait. Qu'est-ce qui se passe en Grande-Bretagne? Ils sont fous. De cinglés, ça ils sont fous. Quand tu regardes ton compte de banque, ils te disent par tes dépenses le CO2 que tu as dépensé. Peuvent-tu nous créer patience? Mais là, de fatigant. Le monde qui regarde ça, il dit « c'est pas grave. » Il y a toujours du monde qui dit « c'est pas grave, je vais mettre ça. » Non, attends un peu. Est-ce qu'un jour, ils vont me dire, moi, « Ouais, mais toi, Jerry... » Là, tu n'as, mettons, 20 000 kilogrammes. Oui, de transport. Ça te coûte 700 $. De ça. Moi, j'ai-tu le droit de dépenser... C'est mon compte de banque. Là. C'est ma carte de crédit, c'est mon compte de banque.
Est-ce qu'un jour, ils vont nous limiter Moi, en c'est CO2? sûr que si une banque me fait ça, je crisse mon camp de la banque. Ben voyons donc, Alice. Je veux rien savoir. Puis j'ai vu des images de ça. Là. C'est pas inventé, c'est pas du AI. Là. C'est vrai, là. C'est carrément ça. Donc, la question, en ce moment, ça ne dérange pas. C'est juste un chiffre. Ouais. Mais après ça, est-ce qu'ils vont dire, pour la nourriture, toi, tu as 1200 kilos de CO2. Tu peux pas dépasser ça. Ouais, le bœuf, là, ça prend beaucoup de CO2. Là. Faut que tu coupes ça dans prend beaucoup de CO2. bœuf. Donc, est-ce que mon compte est barré si je fais une dépense de nourriture? Mais pourquoi les banques embarquent là-dedans? Pourquoi les entreprises embarquent là-dedans? Crissez-nous patience. Les banques sont très louches. Ah, les banques sont louches. Hey, en passant, la fille là, de Saint-Jérôme qui se fait fourrer là, par le téléphone, puis le gars, il a appelé, je m'appelle Charles, je travaille pour la Banque TD, votre compte a été... Je vous envoie un code, rentrez vos affaires, j'envoie un site web, finalement, qui était un peu trop louche. Après, elle s'est dit, ah, mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. Savez-vous, c'est quoi l'affaire à faire? On en a parlé, nous autres, en famille, là. L'affaire à faire. Nous autres, regarde, je suis privilégié, là, on a réussi à avoir un service avec TD, qui est une banque privée, donc on fait toujours affaire avec la même personne. Mais si, mettons, c'est pas ça, là, OK? Vous n'êtes jamais avec la même personne. Quand quelqu'un vous appelle la banque, puis il vous dit, ouais, il y a telle chose, oui, parfait, donnez-moi votre numéro de téléphone et dites-moi à quelle place vous êtes. T'appelles à la banque, ta banque, ou t'appelles au numéro 1-800 qu'il y a dans le site web la banque que vous avez, dans ce cas-ci, c'est la banque TD. J'ai tel numéro de téléphone avec tel nom, ils viennent de m'appeler pour telle affaire. Est-ce que ces gens-là sont OK? Allez dans le site web, prenez pas le numéro de téléphone que ces gens-là vont vous donner. Vous le prenez juste pour l'avoir comme information, le nom de la personne qui vous appelle, puis vous allez dire, OK, je vais vérifier avec ma banque si vous êtes crédible. Juste ça, il raccroche. Ah oui, ah oui. Tu sais, je le sais on peut... Quelqu'un vous dit, « Hey, votre compte de banque est hacké, j'ai besoin de vous. » Je sais qu'on panique et on ne pense pas, mais il faut y penser avant. Quand quelqu'un appelle de même, il faut... Oui, OK, parfait. La minute de plus ou 2 minutes de plus, c'est pas grave. La banque va s'organiser s'il y a quelque chose. Oui, merci. Je veux juste vérifier, il y a beaucoup de fraude. Est-ce que je peux avoir votre nom, votre numéro de téléphone et votre numéro de poste? Je vais vous rappeler dans la minute. Ils vont vous le donner. Voilà. Vous n'appelez pas ce numéro-là. Là. Non. Vous n'appelez pas ce numéro-là. C'est juste pour vérifier avec la vraie banque. Parce qu'il y a un service 24 heures lequel vous pouvez appeler pour la sécurité. Là. Vous leur donnez le nom de la personne, le numéro de téléphone. Ils vont dire non, rien de vrai là-dedans. Mais l'autre, anyway, la minute qu'elle va voir que vous êtes suspicious et que vous voulez enquêter, cette personne-là va raccrocher sur le champ. Là, vous allez voir que c'est un fraudeur. Thank you. Voilà pour la boîte, Jerry. Oui? Ah, OK. Je peux-tu finir avec de quoi, moi? Ben, je sais pas. Peut-être que vous voulez faire ça juste entre vous, là. Nous autres, on est habitués de faire ça juste entre nous. Je sais, ça fait que je sais pas si je peux m'inclure là-dedans, mais en tout cas, je t'agace. Ben, vas-y. Je viens de voir que tu as une cote pour moi. Ouais, j'ai une cote pour toi. C'est parce que il est arrivé de quoi hier? Ben, tu sais qu'hier, là, ils sont sur le dos de Stéphane Lachance. Stéphane Lachance, le candidat de respect citoyen pour la mairie de Québec. Oui, ils sont vraiment sur son dos. Ils sont sur son dos, mais là, ça a l'air que Choix... Très bonne nouvelle en passant. Ça a l'air que Choix serait revenu à l'encourager. Ça a l'air que là, il aimerait... les boys sont venus. Ça a de l'air. En tout cas, écoute, j'ai pas tant écouté, mais ça aurait de l'air. Tant mieux. Mais là, hier, c'est que... Tu sais, il y a eu une histoire cette semaine avec Stéphane, là, puis ils ont sorti des affaires de tickets qu'ils auraient payés en retard. Et là, les journalistes ont fait... Il y avait l'histoire de... aussi de son loyer pendant la COVID. Lui, dans l'événementiel, il est plus capable de payer son loyer et tout est coupé. Nous autres, on a vécu la même chose. On a perdu des centaines de milliers de dollars en pub la minute que la COVID est arrivée. On s'est entendu comme Inor. On a fait une offre sur un contrat. On a dit, regarde, on peut pas payer, il faut s'entendre. Là. Mais plusieurs personnes ont fait ça. Puis Steph a fait ça la même chose avec les gens avec qui il était. Aucun problème là-dedans. Puis là, ils ont fait... finalement, ils ont fait comme des recherches sur Steph. Il y en a... Parce qu'il y en a qui veulent vraiment trouver du bobo. Là. Il y en a qui grattent très, très fort pour trouver du probablement bobo. Par le bureau du maire. Là. Oui, possiblement. Mais là, il reste qu'il y a certains journalistes qui ont quand même fait de la recherche sur d'autres candidats, puis ils ont trouvé aussi des affaires non payées. C'est quand ils ont dit, finalement, on va en faire aussi sur d'autres candidats, puis ils ont dit, OK, ils ont mis des patentes non payées aussi, des tickets, des patentes de même. Et là, hier, il y a eu un point de presse de Steph Lachance, OK? Et là, il a décidé de ne pas inviter certains médias à son point de presse, dont des gens du Soleil et des gens de Radio-Canada.
Okay. Là, tu comprends que c'est branle-bas de combat, là. Et là, TVA ont fait un reportage là-dessus. Je t'ai sauvé un petit audio là-dessus. On peut l'écouter. Parfait. Merci, Kevin. À Québec, maintenant, le chef de Respect citoyen, Stéphane Lachance, dont on a parlé à quelques reprises, Dany, se plaint maintenant d'être victime d'acharnement médiatique. Oui, effectivement. Alors, Stéphane Lachance qui soutient, qui dit qu'il subit un traitement inéquitable de la part de certains médias par rapport à d'autres candidats dans la course à la mairie. Également parce que c'est un parti anti-tramway. Et cela fait suite, en fait, à la publication d'un article du Soleil ce matin qui rapporte que Stéphane Lachance n'a pas payé dans les temps les contraventions d'excès de vitesse et que son permis de conduire a été suspendu. Le Soleil a aussi dévoilé ces informations pour Bruno Marchand avant d'être maire. Il a eu quelques contraventions d'excès de vitesse qu'il a payé. Sam Hamad également a eu quelques contraventions d'excès de vitesse. Il a eu un petit retard, un court délai. Et maintenant, là, ce matin, ce que Stéphane Lachance a dit, c'est qu'il n'exclut pas de porter plainte au conseil de presse pour cet acharnement. Ah ouais. Quelques médias n'étaient pas présents ce matin et n'avaient pas été invités. On écoute Stéphane Lachance. Ça va être quoi la prochaine chose? Ils vont me parler de ma cassette vidéo en 87 que j'ai retournée en tard. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, il y a une limite. J'ai jamais, en tout cas, quand j'ai lu les conditions pour devenir maire, on m'a jamais parlé que je devais présenter mon dossier de conduite, là. Alors, tu sais, de faire de ce type de recherche-là, je m'interroge, tout simplement. Alors, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet, pas plus que ça. Ils sont pas là aujourd'hui, les journalistes du Soleil? Ben non, ils sont pas là. Pour quelle raison? Je sais pas. Aucune. Aucune. On n'a pas de raison. Ouais. Regarde, c'est une disgrâce pour la démocratie. C'est une disgrâce. Après ça, je sais que Radio-Canada, le mieux, là, grand baveux du sacrement, là, toujours été le même. Eux autres, ils peuvent, parce qu'ils sont payés par nos taxes. C'est pas de Ils peuvent être pourris de même. Ils vont toujours survivre. Les autres, malheureusement, ils vont en payer le prix de leur survie. C'est la fin. Le Soleil, vous allez mourir. Là. Vous êtes déjà mort. OK? Vous êtes d'ailleurs un média qu'on ne peut pas lire. Là. Donc, je veux dire, c'est fini pour vous autres. Là. Mais c'est une disgrâce pour la démocratie d'avoir ce genre de couverture médiatique de marde. Très bonne prestation de Steph. Oui. Dégueulasse autant pour Marchand, autant pour Hamad. Complètement ridicule. L'histoire cette semaine qu'ils ont sortie sur la patente que Hamad n'était pas ingénieur. Voyons, non, Chris, Hamad, c'est un ingénieur, là. Non, ils ont bien cave, ça. Ben voyons donc, c'est sûr que c'est un ingénieur. C'est complètement cave. Non, il pratique il ne paye pas ça. Ben oui, mais il n'a plus besoin de le payer. Ah oui. Mais il est encore ingénieur. Il était ingénieur toute sa vie. Il ne pouvait pas y enlever, là. Oh, mais il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Voyons, c'est un ingénieur. Arrêtez-moi ça, les niaisages. Ça, c'est une disgrâce. OK? C'est carrément une disgrâce. La fille de TVA, Dany, elle qui est là. Oui. Je la connais pas, là. J'ai entendu parler entre les branches, là. Je l'ai croisée une fois, on s'est salué une fois. Vous pouvez la truster, elle. OK? Dans le milieu, on sait qui est trustable et c'est qui les enfants de chienne. Puis elle, c'est un hasard que ce soit elle. Mais j'ai entendu, non, elle est trustable. Elle est neutre. Elle est pas cheap. Elle est pas par en dessous. Elle cherche pas la marde. Il y en a là-dedans qui sont encore comme ça. OK? Il y en a encore. Ça existe encore. Mais des hosties de baveux, puis des gens qui sont là pour juste démolir, puis pas faire le job de départ, puis qui font la grande morale sur « Ah, la voix, elle, de Rebel News, c'est pas une journaliste. Mais moi, j'en suis un. » Non, excusez-moi, là, la gang de Rebel News font pas des hosties de conneries de même. Là. Donc, good job à Steph. Ouais. Bonne semaine pour Steph. Les gens parlent de lui. Les gens parlent de lui, sont à la recherche de plein d'affaires. C'est bon signe. Ça veut dire qu'il se passe de quoi? Moi, je pense que dans ce temps-là, il y a de l'aide du... En tout cas, regarde, c'est mes bobelles dans ma tête à moi. Je pense qu'habituellement, les journalistes sont trop larges pour trouver des affaires. Ça vient de quelque part. Et souvent, c'est un adversaire qui se sent menacé, qui fait ce genre de patente-là. Là, on a vu que le bureau du maire, lui aussi, a été checké pour une histoire de ticket. Donc, somme toute, quand tu commences à jouer cette game-là, ça se retourne contre toi. En tout cas, je le pense. Je n'ai pas de preuve de ça. Mais habituellement, ça arrive régulièrement que c'est les gens de l'autre équipe. Je ne dis pas que c'est le maire. Je dis souvent que ça peut être quelqu'un d'une équipe, un bénévole, ça peut être un paquet de monde. Mais ça joue sale dans la politique. Et souvent, les journalistes sont fidés
par l'autre gang. Mais ça finit par te salir quand tu fais cette affaire-là. Donc, je dis pas que c'est ça, mais souvent en politique, pour avoir eu un père qui a été en politique une grosse partie de sa vie, c'est le genre de patente qui se passe. Puis c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut juste jouer fair. Hey, donc, dans le courant d'une vie, là, mettons que tu es rendu à 40-50, ça arrive-tu que tu as des tickets non payés à un moment donné? Ben oui, ça arrive. C'est ça. Tu sais, je veux dire, tout le monde là, qui a écouté ça, ils ont dit, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ben oui, ça fait-tu de Thank toi, you pour la boîte, Jerry. Merci, Mr. White, pour le petit cadeau à la fin. Bon week-end, bon match de baseball. Elbows up, Jays. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radiopirate.com